What's up guys? Aujourd'hui, on a un énorme épisode avec Dr. Émile Chainevert pour sa 4e apparition sur le podcast. Aujourd'hui, on parle de commotion cérébrale, les mécanismes, comment ça fonctionne, quoi faire avec votre nutrition, supplémentation pour permettre au cerveau de récupérer plus rapidement. C'est un épisode dans lequel j'ai appris beaucoup. Je pense que vous pouvez en retirer dans un sport comme le football, comme dans tous les autres sports. Vous allez voir, j'ai eu des problèmes techniques, la qualité vidéo pour ceux qui l'ont écouté. Si on la poste, c'est horrible cette fois-ci, mais tout de même, le contenu est excellent. Bonne écoute. Alright, Émile, fait qu'on se lance, si je ne me trompe pas, 4e épisode dans le bureau du doc avec toi. Fait qu'on avait fait TDAH, qui est encore à ce jour notre épisode le plus écouté ever, qui était vraiment un bon, puis un des épisodes que je réentends parler. Là. Fait que ça, c'est cool. On avait parlé du soleil, puis une fois, on avait parlé des mythes par rapport à la viande rouge, tout le reste. Yeah. Aujourd'hui, c'est une conversation que je suis vraiment, vraiment excité d'avoir parce que c'est un sujet que je pense que les deux, on s'est informé un petit peu plus récemment sur les commotions cérébrales, qui est un gros... pas un fléau, mais qui est quelque chose de quand même éminent dans le sport du football en ce moment. Puis cette année, ben, c'est la première fois où on voit des gars jouer dans la NFL avec le Guardian Cap. Fait que j'arrive tout juste de voir les Pats contre les Texans. Puis j'ai pas vu personne le porter dans cette game-là, mais tu regardes, t'as tout le temps un gars ou deux par équipe presque qui vont le porter. Fait que je pense que c'est une conversation qui est intéressante. Puis man, beaucoup de questions et de choses que je veux savoir à ce niveau-là. Je t'introduirai pas plus. Je pense que rendu à ta 4e apparence, we're good. On va dive right in it. Je suis prêt pour ça, Marc. I'm ready for it. Qu'est-ce qui... parce que ça, c'est un des premiers sujets que toi, tu m'as lancé comme « Let's go, je veux qu'on parle de ça ». Qu'est-ce qui fait que toi, tu t'es été comme... Ce sujet-là t'a drivé un petit peu plus qu'un autre? Ou est-ce que tu voulais t'informer et tu te dis « Bon, mais le podcast, c'est un moment de m'informer » ou tu avais appris des choses, tu sais comment il faut que j'en parle, il faut qu'on crée un certain awareness? Ça vient de... C'est une bonne question. C'est un peu des deux, en fait, parce que chaque fois qu'on fait un podcast ensemble, c'est sûr que, tu sais, moi, je plonge profondément dans plein d'études. Fait que c'est une opportunité pour moi de m'instruire. Fait que je voulais m'instruire sur les commotions. T'sais, entre autres, j'ai des amis qui en ont eu, des membres de ma famille aussi qui en ont eu, qui sont restés avec des symptômes plus chroniques. Fait que je voulais aussi être capable de moi-même les conseiller dans quoi prendre comme supplément, quelle pensée alimentaire aborder pour aider ça. Puis sinon, c'est sûr qu'en ayant joué au foot en même temps que toi, je veux pas les commotions, ça a été omniprésent. T'sais, j'en ai eu des commotions. Est-ce que j'ai été intelligent à propos de la gestion des commotions? Pas nécessairement. C'est fou, hein, tu sais. C'est fou même, tu sais, au cégep, à l'université, j'avais de la connaissance là-dedans. Puis moi-même, tu sais, quand t'es un joueur, tu deviens comme con quand t'es un joueur, là. Fait que, j'avais une commotion, puis là, je voulais juste à tout prix retourner le plus rapidement possible. Tu sais, j'ai joué une game en collégiale, commotion, tombe à terre, relève, tu sais, je vois des étoiles, mon teammate, il donne une petite tasse de casse, il dit, OK, allez, let's go, t'es good, on est back. Je suis, alright, let's do it, tu sais. Ça, c'est des décisions que j'ai prises, tu le savais, ouais, je savais, sur le coup, le double impact, je savais, là. Fait que c'est fou pareil, parce que même avec, tu sais, même en sachant, mais l'esprit de joueur de foot, des fois, ça prend le dessus, puis tu prends les mauvaises décisions. Fait que c'est un peu ça mon background. J'ai un souvenir, moi, en 2016, quand on avait joué la UTEC contre Laurier à la maison. Je me suis fait crack là, ma vie, le casque en dessous du menton, comme je me suis fait allumer comme jamais. Je pense que mes pieds ont frappé sa tête tellement que le gars m'a allumé, le blindside. Puis, tu sais, quand ça sonne dans ta tête, là, ça sonne, puis là, j'avais mal à la mâchoire, je pensais que j'avais la mâchoire cassée. Cette fois-là, pour le vrai, j'étais sûr que j'avais la mâchoire cassée. Puis là, dans ta tête, tu le sais que la semaine prochaine, c'est la Coupe Vanier, là, comme on est en train de défoncer Laurier. Puis là, tu vois les physios arriver sur le terrain. Puis là, tu te relèves, t'es comme « Ah, mon épaule! » Mais quel... Tu sais, j'étais sonné raide, là, à quel point c'est pas intelligent, mais c'est pas dire tous, parce que de plus en plus, les gars, je pense qu'ils sont sensibilisés, puis il y en a qui, comme, ils ont un coup à tête, puis comme, eux-mêmes vont, comme, tu sais, s'assurer de checker si son correct. Quelqu'un qui dit « Ouais, je suis pas sûr. » On commence à le voir, mais je pense pas que c'est une majorité non plus, là. C'est certains qui sont vraiment... C'est ça, ben c'est des jeunes, ben probablement plus jeunes que nous, qu'eux, quand ils ont commencé à jouer au foot, ben c'était déjà omniprésent, c'était déjà beaucoup plus de sensibilisation qui était faite. Nous, quand on a commencé au foot, c'est ça, exact, documentaire de Radio Cannes, genre 2013, là. Fait que, quand tu commences à jouer au foot, t'as pris le film de Will Smith. Ouais, c'est vrai.
Fait que ça, c'était sorti. Fait que quand tu commences à jouer au foot, exemple, en secondaire 1, puis ça, c'est déjà sorti, tes parents l'ont vu, tes coachs l'ont vu. Fait que c'est sûr qu'ils ont évolué dans un environnement qui est très différent du nôtre, qui était, genre, secondaire 1, tu te mets un petit casse, shot, 1 centimètre d'épais, tu te tapes sur la tête, ah ouais, par là. La grille est en plastique. Ah ouais. Ouais, fait que c'est sûr que les jeunes sont plus conscients maintenant, c'est sûr et certain. Est-ce qu'il y a des fois où tu penses ou tu te demandes si tu as encore des symptômes de ça? Oui, quand même, ça peut arriver. Tu sais, des fois, moi, c'était beaucoup les brain fog que j'avais comme symptômes post-commotionnels. Fait que des fois, tu sais, des journées que ça peut arriver, une journée que tu as un brain fog, fait que là, des fois, je réfléchis à si c'est à cause d'une mauvaise gestion de mes commotions. Entre autres, ma dernière commotion en jouant au foot, ça a été en 2019. On a perdu à Don du Bois en 2019, puis c'était comme dans les derniers jeux de la game sur un plaqué. C'était un peu banal, tu sais, plaqué, ma tête sur un genou. Mais tu sais, c'est une commotion pas déclarée. De toute façon, dans la saison finie, je me suis dit, bon, mais je vais la gérer chez nous. La gérer chez nous comme il faut. Fait que, certains regrets parfois d'avoir moins bien géré ça. Je te demande parce que je me pose souvent la question. Puis ce qui arrive, c'est que je sais pas si c'est normal ou si c'est vraiment un trouble par rapport aux commotions. Puis moi, je le sais que vu que j'ai eu des coups sur la tête, je mets ça là-dessus, puis je me pose la question du genre, hey, je cherche un mot, là, puis là, où j'ai comme vraiment pas de mémoire, puis là, je cherche, puis je suis comme, c'est-tu normal, puis tout le monde a ça, sauf que moi, je me dis, j'ai mangé des coups dans la tête, fait que j'ai comme ma raison pourquoi j'ai ça, puis tu sais, des mots que tu devrais savoir, là, je garantis que ça va arriver aujourd'hui, je vais chercher un mot, puis là, je vais être comme, ça me revient pas, puis c'est un mot que je connais. Des fois, je me demande si c'est dû à ça. Tu sais, diagnostiqué, j'ai eu 2 commotions cérébrales, mais comme tu joues linebacker, t'as des coups à la tête comme tout le temps, c'est ça. Beaucoup plus que comme débit, là. Fait que, tu sais, si tu prends un O-line face à face, c'est sûr que t'as une micro-commotion à chaque fois, là, c'est certain. Ouais. Puis as-tu peur de ce qui s'en viendrait dans le futur par rapport à ça, tu sais, le CTI? Ça, c'est une conversation que je veux avoir aujourd'hui. Okay. Puis je te mentirais de te dire que ça me fait pas peur. Est-ce que j'y pense? Non. Tu sais, je veux dire, ça arrive pas que j'y pense. Mais you never know. Puis man, le CTI, honnêtement, c'est quelque chose que je connais vraiment pas grand-chose. Je me suis jamais informé sur le sujet, mis à part le documentaire avec Will Smith qui fait peur en crime, là. Je veux dire, c'est bonne affaire que j'ai écouté ce documentaire-là au mois de novembre, décembre, puis pas au mois de juillet, juste avant la saison. Là. J'aurais pas été dans d'aller jouer et de donner des coups. T'as comme le temps d'oublier, puis tu veux l'oublier un peu ce que tu as appris à ce moment-là. Mais si je suis sincère, j'ai une certaine inquiétude des impacts à long terme là-dessus. Puis je me pose la question à savoir, OK, ben moi, le jour où j'ai des kids, c'est quoi mon discours par rapport au football? Est-ce que je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est le plus beau sport au monde. Je pense que ça m'a tout apporté puis ça m'a construit comme la personne que je suis aujourd'hui. Mais il y a des choses qui viennent avec le football que c'est intangible. Là. Je veux dire, on a des gars avec qui on a joué qui encore à ce jour deal avec des vrais symptômes de commotion cérébrale 10 ans plus tard. Puis c'est quand même épeurant quand ça l'impacte ta vie de tous les jours. Là. Sans le nommer, un de nos teammates qui a dû arrêter travailler pendant 3 mois, aller dans le centre de réadaptation, peu importe, pour traiter sa commotion cérébrale parce qu'il y a des symptômes. Puis une fois, je vais le voir, on se croise à quelque part, puis il me texte avant, il dit hey, pas de bro hug parce que ça va me donner mal à la tête. Tu sais, je veux dire, je fais un bro hug à quelqu'un, là, je te brasse pas, là, genre, mais lui, il voulait juste s'assurer de pas se faire brasser parce qu'il aurait mal à la tête, puis c'est fucking épeurant, là. Moi, je trouve, en tout cas, là, que c'est vraiment Ben, il va mieux. En tout cas, il était là à ton mariage, puis il allait mieux. Fait que, exact. C'est une très bonne nouvelle. Mais, ouais, ça reste épeurant, man. Toi, tu y penses-tu? Ou c'est-tu quelque chose qui te fait peur ou tu penses que... Ben, je pense un peu. C'est sûr qu'on a eu beaucoup moins de coups à la tête déjà que, les personnes dans le documentaire de Will Smith, avec Will Smith. Ouais. C'était encore plus au school football que nous, avec des casques encore moins protecteurs, puis étendu sur une carrière 2 à 3 fois plus longue que la nôtre. Là. Fait que le nombre d'impacts a été beaucoup plus important. Puis pour le CTI, comment j'essaie de rationaliser, c'est que oui, il y a des impacts, mais il y a aussi qu'est-ce que tu vas faire entre la fin des impacts puis l'apparition du CTI. T'sais, si tu as des mauvaises habitudes de vie, si tu promouvois l'inflammation, si tu bois de l'alcool, tu dors mal, tu es inactif, c'est sûr que là, tu donnes un peu de gaz au CTI pour continuer à progresser. J'ose croire, en fait, je pense qu'on n'a pas le choix d'y croire.
de croire qu'on peut renverser ça justement avec des bonnes habitudes de vie, puis on peut éviter l'accumulation de protéines, protéines amyloïdes plutôt dans ton cerveau. Il faut y croire. Ça fait partie des conversations. Ça fait partie des conversations que je veux avoir aujourd'hui. Si on se lance vraiment dans le sujet, là, fait que là, le premier 10 minutes, on va parler de nos histoires, peut-être nos relations avec ça. Mais si on se lance, je pense, de la base, je suppose que c'est de là que tu veux te lancer, c'est un peu le mécanisme d'une commotion cérébrale dans le cerveau, comment ça se passe, comment ça arrive, puis éventuellement parler de l'impact que ça a sur le cerveau. Ouais, clairement. Commotion, je pense que tout le monde, c'est ça. Le nom scientifique, on peut dire un TCCL, traumatisme crânio-cérébral léger. Fait que c'est ça. C'est le TBI en anglais. TBI, exact. Mais TBI, c'est juste traumatisme crânio-cérébral. Sinon, c'est MTBI. Ouais, c'est ça. Mild ou minor, là. Fait que, parce que les TBI, ça inclut aussi les gros traumatismes avec des hémorragies, des gens qui sont rendus sur le bord de mourir. Là. Fait que au football, c'est assez rare quand il y a des hémorragies cérébrales. Fait qu'on tombe toujours dans le TCCL, fait que le léger, qui s'appelle la commotion. Quand j'avais commencé à l'apprendre, moi, j'avais beaucoup plus pensé que c'était vraiment l'écrasement du cerveau qui créait des symptômes. Tu te souviens de l'image comme du cerveau qui bouge dans le liquide, puis il vient s'écraser sur une paroi. Fait que là, on se dit, OK, regarde, c'est comme la partie écrasée du cerveau qui va être atteinte. Par contre, c'est pas vraiment ça. En fait, c'est pas l'écrasement, c'est plus l'étirement du cerveau qui va avoir un impact. Parce que le cerveau est fait avec des cellules qui sont des axones, des longues cellules. C'est pratique que ce soit des longues cellules parce que ça fait que les messages peuvent vraiment communiquer plus rapidement entre les axones, puis il peut passer une partie du cerveau à une autre assez rapidement. Par contre, le désavantage, c'est qu'une longue cellule comme ça, c'est assez vulnérable, puis si ça se fait étirer, mais ça peut quand même se faire endommager. C'est pas fait pour être flexible. Non, c'est ça, clairement pas. Là. Fait que l'axone, quand elle est étirée, c'est là qu'il y a le mécanisme de la commotion, c'est que la cellule, elle devient perméable à ce qu'elle contient. Fait qu'il va y avoir, c'est comme si les gates, les barrières entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule vont ouvrir de manière très, très brève, puis il va se faire un échange d'éléments entre le dedans et le dehors de la cellule. Entre autres, c'est le potassium. Qui est en circulation peut maintenant s'y rendre, qui normalement pourrait pas. Fait que, en gros résumé, c'est le potassium dans les axones qui va sortir, puis il y a le calcium extracellulaire qui va rentrer. Fait que ça fait une espèce d'échange de calcium-potassium dans l'axone. Fait que c'est super intéressant, c'est vraiment comme, c'est au niveau, niveau élémentaire, là. Tu peux pas voir vraiment la commotion, là. Entre autres, il y avait des gars. C'est pas comme un bleu. Non, c'est ça. J'avais des amis qui jouaient à McGill pendant que nous on jouait, puis ils participaient à une étude qu'après les games, ils allaient faire des IRM chacun. Ouais, c'était vraiment hot. Ouais. Fait que, leurs IRM d'après-game, même s'il y avait eu des impacts à la tête, ils ne pouvaient pas voir des lésions, là. Fait que quand tu regardes structurellement, même si tu peux avoir accès au cerveau, prendre des coupes, puis regarder, tu peux pas rien voir. C'est plus vraiment au niveau biochimique, au niveau élémentaire que des changements. Fait que, on parlait de l'échange de potassium-calcium, mais potassium-calcium, puis cet échange-là, ça crée en fait une dysrégulation de l'axone qui fait que là, elle peut plus fonctionner comme qu'elle devrait fonctionner. Fait qu'elle perd sa fonction. Parce que l'équilibre, les concentrations de potassium, sodium, calcium sont très bien régulées pour que, justement, pour que les influx nerveux peuvent circuler, pour que les réactions chimiques peuvent se faire. Mais là, c'est comme si tout le cerveau fonctionne plus. Ou, à l'endroit où les axones ont été étirés. Ouais, c'est ça. La partie qui a été étirée, momentanément, elle fonctionne plus. Fait que, gros échange d'éléments. Après ça, l'axone, ce qu'il veut faire, c'est dire, OK, là, il est en mode panique. J'ai perdu tous mes gradients, toutes mes concentrations. Faut que je vienne me rebalancer. Fait que lui, l'axone, il peut faire ça parce que sur ses membranes, il y a des pompes, entre autres, qui peuvent faire des échanges avec l'extérieur. Fait que là, tout le potassium qu'il a perdu puis le calcium qui est rentré, il va se dire, regarde, parfait, là, je vais commencer activement avec mes pompes à refaire des échanges pour me rebalancer. Par contre, c'est un processus qui est très énergivore parce que ces pompes-là nécessitent de l'énergie pour fonctionner. Fait énergivore veut dire, là, ça va prendre, un apport sanguin, ça prend du sang, ça prend de l'oxygène, ça prend du glucose. Par contre, à cause de tous ces changements-là, justement, il y a moins d'apport de sang parce que les vaisseaux sont constrictés, tous les échanges de glucose, ça se font beaucoup moins bien à cause que tout le système est dérégulé.
Au moment où le cerveau aurait besoin de plus d'énergie pour se rebalancer, ben c'est là qu'il a accès à moins d'énergie. Fait que c'est vraiment, en fait, un débalancement. C'est comme une crise énergétique qui se passe dans le cerveau au niveau cellulaire. Fait que c'est ça, on appelle ça en médecine la pathophysiologie, comment fonctionne la maladie. Fait que la pathophysiologie de la commotion, c'est ça. C'est un étirement d'une axone qui crée un débalancement des ions qui va mener à une crise énergétique. Interesting. Fait que c'est un petit peu de là que ça se passe quand on parle qu'après une commotion cérébrale ou un TBI, whatever, que le uptake de glucose au cerveau est dérégulé. Puis là, on est comme en mode, OK, ben, qu'est-ce qu'on fait pour amener de l'énergie au cerveau? Comment on fait pour avoir de l'énergie? Ouais, c'est ça, c'est vrai. Tu sais, ça joue vraiment là. Fait toutes les études sur les suppléments, sur qu'est-ce qu'on peut prendre, ça va vraiment être axé surtout là-dessus, sur comment on peut préparer le cerveau à faire face à cette crise énergétique-là. C'est quand ça se passe d'avance, c'est ça, d'avance, ça se fait d'avance. Sans la prévenir, mais... Fait que ça se fait de préparer le cerveau d'avance pour qu'il soit prêt à ça. Puis aussi, quand c'est fait, ben là, il y a aussi l'aspect de donner comme des éléments pour qu'il puisse être capable de régler cette crise-là. Fait que c'est ça, la science de la nutrition, des suppléments pour les commotions, c'est ça. En fait, tu y penses en saison de foot, ben c'est qu'est-ce que je fais dans le avant, puis comment je suis prêt au après pour knock on wood, la fois où ça arrive. Ouais, c'est ça. Fait que crise énergétique, le cerveau, qu'est-ce qu'il va faire après les axones? Ben là, ils vont commencer à être en mode panique, puis commencer à essayer d'utiliser tout pour faire de l'énergie. Fait que ce mode panique-là, tu sais, prends l'exemple, mettons, tu sais, t'habites en maison, puis là, il y a une grosse tempête de neige dehors, il fait moins 60 degrés, tu sais, là, il y a plus de courant, tu sais, c'est out, là, tu sais, exemple, t'as plus de glucose, plus d'oxygène. Fait que là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te mettre je sais pas, tu vas brûler un divan, tu vas brûler ta table. Fait que, tu sais, oui, tu vas être capable de survivre, tu vas continuer à pas mourir d'hypothermie, mais par contre, c'est quand même dumb, là, c'est pas efficace de brûler des tables, brûler des divans pour te réchauffer. Ouais. Puis le problème, c'est qu'après ça, si la tempête finit, puis là, tu reprends le courant. Là, t'es comme, OK, parfait, le courant est revenu. Mais là, tu sais, t'as une table brûlée chez vous, puis t'as ton divan brûlé. Fait que... Tu t'assois où à cette heure? Ouais, c'est ça. Fait que c'est là les dommages après, tu sais, après la commotion. C'est un peu l'analogie que je voulais faire. C'est comme comment, tu sais, c'est les résultats de la crise, les dommages de la crise énergétique qui vont rester par après. Fait que ça, on embarque dans la deuxième phase qui ont les symptômes après la commotion. Avant de se lancer là-dedans, je t'interromps juste parce que quand tu fais ton analogie de perte de courant, tu me fais penser à une commotion cérébrale où est-ce que la personne blackout complètement. Ouais. Est-ce que c'est la même chose? Qu'est-ce qui cause ce blackout-là? Ben, je sais pas, mais théoriquement, si tu étires trop d'axones en même temps, puis là, ils perdent tout leur genre de fonction en même temps, ben, ton cerveau fonctionne plus, fait que là, tu blackout. Fait que c'est comme, les axones sont paralysés un moment, puis là, avant que ça revienne, mais c'est là que tu perds connaissance. Fait que là, il y a juste, que tu meurs pas de ça, là, parce que c'est sûr que ce qui contrôle ta respiration, ton rythme cardiaque, c'est vraiment comme bien caché c'est dans le tronc cérebral. Fait que ça, probablement que c'est moins susceptible à se faire retirer. Mais toutes les fonctions cognitives, le fait d'être éveillé, le fait de pouvoir réfléchir, être conscient de ce qui se passe, ben ça, tu l'as plus. Fait que t'as le blackout qui est intense, mais t'as aussi la perte de mémoire, c'est probablement ça. Des gros étourdissements, c'est probablement ça. L'anxiété, des fois, des gars deviennent super anxieux, en panique. Ouais. C'est probablement causé par ça aussi. Fait que c'est pas cool, mais c'est quand même intéressant de pouvoir connaître les mécanismes. Là, c'est plus juste d'un coup à la tête, ton cerveau est écrasé, t'as mal à la tête, c'est quand même plus poussé que ça. Là. Puis peut-être dernière chose aussi, est-ce que parce que j'ai déjà entendu ça, là, puis on dirait moi j'ai de la misère à y croire. Quelqu'un qui blackout à cause d'un coup à la tête, mais techniquement n'a pas de commotion cérébrale, va faire ses tests, puis comme tout est beau. Il y a des gars avec qui j'ai joué que sans dire où, puis quand, puis comment, là, mais comme coup sur la tête, blackout, perd la map pour 10, 15, 20, 30 secondes, se relève, fait tous ces tests de commotion cérébrale qui sont comme avec un certain baseline. Puis ben, il est correct, il n'y a pas de commo. J'ai de la misère à y croire. Vraiment de la misère à croire aussi. Puis ben non, moi je pense que j'y crois pas là. Puis, le fait de blackout sur un terrain va pas nécessairement prédire aussi la sévérité de la commotion. Même qu'il y a des études qui ont montré que le fait que tu blackout, ça fait que tu vas avoir une meilleure récupération parce qu'il y a plus de chances que tu sois sorti du jeu.
OK. Pas fou, hein? C'est pas fou. Ouais. Versus si tes symptômes, c'est un peu d'étourdissement ou un peu de, justement, comme toi, que ça sonne, ben là, il y a peut-être moins de chances que tu sortes du jeu. Fait que si tu resubis une commotion, ben là, ta guérison par la suite va être plus lente. Puis à ce moment-là, qu'est-ce qui fait qu'un deuxième puis un troisième coup avant d'être guéri fait que ça vient pire? Tu sais, que ce soit dans la même game. Quelqu'un qui sort comme toi puis moi. Là, tu sors pas, tu continues de jouer, tu remanges des coups là. Ou, man, moi, ça me fait penser à Tua Tagovailoa de genre une semaine plus. L'an passé, il y a 2 ans, faites une commo, revient au jeu la semaine suivante, en fait un autre. Là, c'était plus drôle. Là, c'est ça. Ben, en fait, si on prend 2 impacts rapprochés, tu sais, ton cerveau est en crise énergétique. Il y a déjà un débalancement, il manque de glucose, il peut plus se rebalancer. Puis là, tu reviens remettre une claque d'en face. Tu reviens redébalancer encore. Fait que tu as atteint un certain niveau, mais tu vas atteindre un niveau encore plus bas. Fait que c'est de l'accumulation. Là, fait que c'est ça. Après ça, au niveau de semaine en semaine, mais c'est sûr que si t'as pas réatteint ton niveau de base, t'as pas régularisé ton mécanisme d'énergie de ton cerveau, t'as pas rediminué l'inflammation après l'impact, ben là, tu te mets plus à risque justement d'avoir une grosse crise énergétique. Cool. Puis si on poursuit, je pense que c'est là que tu dirigeais ensuite les symptômes reliés à cette crise énergétique-là ou à cette commotion cérébrale-là. Ça doit être un spectre, là. C'est pas tout le monde qui vit exactement la même chose. Il doit avoir un impact sur la partie du cerveau qui a été endommagée ou pas nécessairement. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce qui est typique? Y a-tu un normal ou c'est juste tellement dépendant de l'incident, de l'individu? C'est tellement varié les symptômes, là. Parce que c'est pas une partie en particulier du cerveau qui est atteinte, là. C'est vraiment les axones. Fait que c'est la partie dans le milieu du cerveau qui fait le lien entre tout. Fait que ça va venir toucher plein de choses. Fait que tu viens du test S4 là, qui avait toute la liste de symptômes. Fait que ça part de mal de tête à intolérance à la lumière, à anxiété, tristesse. Ça va vraiment, ça va dans tous les sens, là, les commotions. Puis ça, tu peux pas le prédire d'avance. Non, tu peux pas le prédire. La seule chose que tu peux prédire, c'est que les commotions ont tendance à être un peu vicieuses, dans le sens que si tu as une faiblesse à la base, ben ça va l'attaquer cette faiblesse-là. L'exemple que je te donne. Que tu es quelqu'un de plus anxieux à la base, ben probablement que ton anxiété va ressortir. Même chose, c'est ça, exactement. Insomnie, tu vas encore être plus insomniaque. Si tu avais des problèmes vestibulaires d'équilibre un peu, ben ça va atteindre ça. Si tu as des problèmes de yeux, ça va atteindre ça. Si tu as déjà des migraines à la base, tes migraines vont être pires. Fait que c'est quand même assez vicieux une commotion, ça va aller amplifier ce que tu avais déjà. OK. Cool. À partir de là, comment est-ce que... Tu sais, qu'est-ce qui se passe après qu'il y a une commotion cérébrale? Donc là, tu te fais voir par l'équipe médicale sur le terrain. Les équipes collégiales, universitaires ont tous quelqu'un. Les équipes secondaires, honnêtement, je ne sais même pas exactement comment ça fonctionne. Il y a des physios pas mal maintenant, même au secondaire. Ouais, moi aussi, il y en avait. Mis à part peut-être quand je jouais à mon école secondaire qui était vraiment bas niveau. Là, mais sinon, il y a toujours un physio qui est là, du moins pour les deux équipes. Fait que l'équipe qui reçoit a tout le temps un physio sur place, quelque chose comme ça. C'est ça. La première chose, c'est on te sort du terrain, on t'enlève ton casque pour pas tirer. Ouais, c'est sûr. Mais ça prend quelqu'un qui évalue. Fait que nous, les médecins, notre rôle dans les commotions, c'est très secondaire. Là. C'est pas vrai. Je pense qu'avant, ça prenait un médecin pour faire un diagnostic officiel de commotion. Maintenant, c'est plus vrai. Là, les physios sont clairement capables, avec leur formation, de faire ces diagnostics puis le suivi des commotions. Fait que aujourd'hui, on va parler de nutrition, mais c'est sûr que la chose la plus prouvée en termes de récupération des commotions, c'est toute la gestion du retour au jeu. Toute la gestion, la réadaptation, c'est ça qui a été vraiment prouvé efficace pour les commotions. Fait que ça, c'était un autre sujet, mais la nutrition, c'est quand même niché comme sujet pour les commotions. Je vais être honnête avec toi, là. Ouais. Puis est-ce que vous, les médecins, êtes absolument comme bien outillés par rapport à ça, versus un physio qui, comme eux, ont probablement des cours, sont vraiment comme formés là-dessus. Vous, est-ce que tu fais une médecine sportive, puis là, ben, tu te spécialises, puis tu développes les outils, ou est-ce que tu l'étais déjà à la base? On n'est pas beaucoup formé vraiment en commotion. Notre formation, surtout à l'urgence, que là, on va voir beaucoup de quoi à la tête. Fait que notre job, ça va être déterminer c'est une commotion légère ou
une commotion plus grave. Fait que, les indications d'aller faire des imageries. Fait que ça, c'est beaucoup du médical. Ça reste que la grande majorité des coups à la tête, on sait que c'est pas des saignements. Fait que comme médecin de famille général, on n'est pas beaucoup formé. Fait que c'est sûr que on est vraiment, on est sous-formé par rapport à ça. Ça, c'est sûr, certain. Fait que quelqu'un qui fait une commotion cérébrale n'a pas besoin de dire, hey, je vais aller voir mon médecin de famille, ton physio va faire la job. Oui, c'est ça, exact. Tu peux lui faire confiance, absolument. Fait que, tu peux, moi, personnellement, oui, j'étais impliqué dans le sport, mais j'ai pas de formation en médecine sportive. Je fais pas de suivi particulier de patients qui ont des commotions. Je suis juste vraiment intéressé par ça. Alors, c'est sûr que si tu viens me voir pour une commotion, ben là, peut-être que je vais avoir plus de connaissances qu'un médecin qui est pas intéressé par ça, vu mon intérêt. Mais j'ai pas de formation spéciale pour ça. Ça arrive des fois que au sans rendez-vous, ou en clinique, j'ai une commotion il y a une semaine, peux-tu juste me checker, dire que c'est correct? T'sais. Fait que là, c'est ça, fait que nous, notre job, c'est un peu de dépister justement, bon, y a-t-il de l'insomnie, l'anxiété, on a des tests aussi, on appelle ça le dépistage vestibulo-oculomoteur. C'est différents tests qu'on fait. Si ça teste positif, ben là, on va d'emblée les référer en physio. Même affaire, est-ce qu'il reste avec des raideurs cervicales et des douleurs dans le cou? Fait que ça, d'emblée, j'ai tous des référents en physio. Là. Fait que ma job, c'est juste de savoir, d'expliquer un peu le diagnostic, de dire, ben, regarde, la récupération, ça va se passer un peu comme ça, là, un peu d'explication, puis de savoir si eux, ça vaut la peine qu'il y ait en physio. Ça va toujours valoir la peine, mais pour certains patients, là, ils veulent vraiment savoir, ben là, besoin du petit push, là, comme let's go, vas-y. Clairement. OK, cool. Avant qu'on se lance dans la partie nutrition, je voulais juste peut-être qu'on parle de, y a-t-il des choses qui sont absolument à éviter? Tu sais, y a des choses qu'on entend de, je me souviens, tu fais une commotion cérébrale quand on était plus jeune, c'était comme, OK, là, faut que tu passes 24 heures dans le noir. Là, faut t'éviter les écrans. Là, faut que, tu peux pas bouger ou tu peux pas faire de sport pendant une semaine. Puis là, je sais que les protocoles en physio sont de plus en plus comme béton là, sur leur façon de faire, puis tout le monde fonctionne de la même façon, puis je le connais pas exactement le protocole, mais là, ils font prendre une marche, là, c'est une petite activité, puis ça évolue comme de jour 0, je pense, ou de jour 1, puis ça évolue de cette façon-là. Y a-t-il des choses qui sont absolument évitées, ou des choses qui sont des mythes qu'on entend par rapport aux écrans, par rapport au temps dans le noir, par rapport à... Ben, avant, on prenait beaucoup plus le repos complet. Ce qui n'est plus vrai. Fait que maintenant, ce qui est recommandé, c'est un repos relatif de 48 heures. Fait que pour 48 heures, tu t'enfermes pas dans le noir, mais tu peux vivre ta vie normalement en évitant le plus possible les écrans, en évitant le plus possible de lire, en évitant le plus possible de faire de la voiture, aller faire l'épicerie. Fait que tu peux aller... Ça va te demander un certain focus visuel, peut-être. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a un 48 heures de repos relatif, que tu restes relativement tranquille. Ça, c'est général, ça peut des fois même être 24 heures, c'est vraiment pas très long. Puis l'erreur à faire, ce serait d'étirer ce repos-là. T'sais, mettons que là, tu te fais enlever de l'école pour une semaine, fait que passer une semaine chez toi à rien foutre, ça, c'est l'erreur qui sera à faire. C'est pas la solution. Ça, c'est vraiment plus ça. Fait que maintenant, on propose vraiment aux gens qui ont des commotions de prendre ça en charge activement. Okay. Fait que le principe, c'est toujours petit palier par palier. Fait qu'il y a la sphère d'activité physique, il y a la sphère cognitive. Fait que là, après ton 48 heures, tu vas commencer une activité physique de très bas grade, exemple la marche. Si ça va bien, mais tant mieux, parfait, le lendemain, tu vas pouvoir continuer. Activité cognitive, exemple, lire un livre tranquillement, lire le journal, ça a bien été, ben oui, fine. Fait que là, il y a des paliers, de fois en fois, tu peux aller plus loin. Puis quand, ben là, après avoir fait l'activité, après avoir fait le prochain palier, puis il y a une augmentation de tes symptômes, mais là, tu sais que soit tu redescends de palier, ou soit que tu vas calmer un peu ton augmentation de vitesse des paliers. Fait que c'est ça, en gros résumé, la prise en charge. C'est ça les petits dessins que je fais dans le bureau aussi à mes patients quand ils viennent pour ça. Cool. Est-ce qu'il y a d'autres choses à courir avant qu'on se lance dans la partie nutrition, supplémentation entourant les commotions cérébrales? Non, attends qu'on est prêt. On est all set. Alright. Fait que première chose, première place où est-ce que je pense qu'on devrait commencer, puis moi si je me trompe, mais c'est peut-être par rapport vraiment aux sources d'énergie du cerveau. On parlait qu'il y avait une dérégulation du en français, je sais pas, du uptake de glucose au cerveau. Là. La captation du glucose. Voilà. Fait à partir de là, de où est-ce qu'on part, de où le raisonnement part, parce que
de ce que j'ai vu, il y a vraiment deux idées de pensée. Du moins de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu lire, de ce que j'ai pu trouver par rapport à la nutrition après une commotion cérébrale. Puis c'est deux idées de pensée qui sont pas mal opposées, right? Il y a l'idée de penser de le cerveau a besoin de glucose comme source d'énergie, fait qu'on doit manger beaucoup de glucides pour donner l'énergie au cerveau. Puis il y a l'autre idée de pensée de on a de la difficulté à utiliser le glucose au cerveau, on va utiliser des cétones, on va faire une diète keto suivant la commotion cérébrale pour avoir une source d'énergie qui est alternative au cerveau. Est-ce qu'un a raison? Est-ce qu'un a tort? Qu'est-ce qui est montré? Qu'est-ce que toi, tu penses par rapport à ça? Ben, les deux ont raison. Parce que c'est ça, les deux ont raison. Parce que le but, ça va être d'amener le plus d'énergie possible au cerveau. Okay. Fait que si tu dis on amène juste du glucose, pas de cétone, mais là, le glucose sera pas suffisant, fait que tu régleras pas à la crise énergétique. Si tu dis tu amènes juste des cétones, sans glucose, mais probablement que ça sera pas suffisant non plus pour venir à bout de la crise énergétique. Fait que c'est un travail d'équipe. J'ai déjà pensé, j'ai déjà lu aussi que le corps, il fonctionne, c'est comme un gros bateau qui fonctionne soit par en avant, par en arrière. Fait que c'est soit dans l'utilisation du glucose, ou sinon, si tu veux utiliser des cétones, il faut comme que tu sois par en arrière, reculons, mais tu peux pas comme faire les deux en parallèle. Ce fil de pensée-là, de plus en plus, il est de moins en moins pensé. Tes cellules peuvent utiliser du glucose en même temps qu'ils peuvent utiliser des cétones, ils sont pas discriminantes envers ça. Tu vois, fait que moi, ce que ça me fait penser là, parce que je pense que je suis d'accord par rapport à cette partie-là, où est-ce que je me questionne, c'est ton corps ne produira pas de cétones si tu consommes plein de glucose, mais là, je me dis, OK, ben est-ce que tu vas consommer du glucose, mais prendre des cétones qui sont exogènes en supplémentation pour aller chercher peut-être le meilleur des deux mondes? Est-ce que ça est la solution? Ouais. Ben, ça, c'est intéressant. Ça serait une avenue de traitement vraiment intéressante. Ça n'a pas été prouvé efficace encore. Ça n'a pas été beaucoup étudié. Parce que, écoute, alors oui, ce serait un beau juste milieu à la place de dire, regarde, c'est juste cétone ou juste glucose, mais tu donnes à ton corps les deux. Fait que, pour moi, c'est ce qui fait du sens, mais je veux dire, c'est pas moi le... C'est ça. Il y a aussi fait qu'il y a le glucose, les cétones. Fait que le glucose, tout le monde connaît le glucose. On sait que c'est l'énergie de préférence du cerveau. Ça, c'est vrai. Après ça, les cétones, c'est une énergie qui est secondaire. Si on regarde d'un point de vue évolutionnel, c'est quand, justement, on est en famine, on se met à brûler nos gras. Puis là, les gras, on les transforme en cétones, puis ils peuvent être utilisés pour produire de l'énergie au niveau du cerveau. Fait que les cétones sont intéressantes également. Est-ce que les cétones sont l'énergie de préférence du cerveau? Tu sais, ça aussi, t'as déjà entendu ça, j'imagine? Que les gens disent que ils ont une clarté de leur cerveau incroyable sous les cétones. Je crois, c'est vrai que ces gens-là, je les crois qu'ils ont une clarté. Probablement que c'est parce que ça fait, après 20 et 30 ans, avoir fonctionné seulement sur le glucose, le fait que ton cerveau commence à fonctionner prioritairement sur les cétones, ça doit amener un aspect différent, au niveau de ton cerveau. Fait que tu dois te sentir bien ou différent. Il y a ça, mais moi, à ce moment-là, puis je l'ai jamais vraiment vécu. Je veux dire, j'ai essayé une diète keto, mais j'ai pas testé mes niveaux de cétone. Je veux dire, je ne sais pas si j'étais vraiment en cytosis ou en français en kétosis ou peu importe. Mais ma pensée à ce moment-là, c'est peut-être que ce moment-là d'être en kétosis ou peu importe comment tu vas l'appeler, en cétose, est-ce que ça fait que tes niveaux de cortisol, d'adrénaline puis de noradrénaline sont un petit peu plus élevés, peut-être qu'ils viennent t'aider, puis l'impact sur tes neurotransmetteurs vient créer un certain focus qui est une clarté, puis un focus qui est plus grand, puis une énergie cognitive qui est plus grande? Moi, je pense que oui. Puis corrige-moi, peut-être que je me trompe, mais pour moi, c'est une autre avenue qui fait du sens que c'est pas juste une chose, c'est pas juste la source d'énergie, mais c'est ce qui vient avec, qui vient causer ce sentiment de bien-être là, peut-être. OK. Ça se pourrait, honnêtement, pas de commentaire là-dessus. L'avantage que je pourrais voir des cétones, c'est plus leur aspect régulier. Exemple que tu étais en jeûne puis tu es en cétose, mais tu vas avoir une production assez régulière de cétones qui va faire que t'en manqueras pas, tu vas toujours en avoir assez, tu n'auras pas de high, tu n'auras pas de low. Fait que le fait de pouvoir être constant pendant une journée complète, fait que ça, les gens,
il traduit ça en disant, mais regarde, je suis mieux avec des cétones. Versus, le glucose, on sait qu'il va varier beaucoup avec l'alimentation. Fait que le fait d'avoir une variation dans ton cerveau de concentration de glucose, ça peut faire que des fois, tu te sens, t'es en hyperglycémie, tu te sens plus anxieux, moins bien. Tu retombes en hypoglycémie, tu te sens plus fatigué. Fait que c'est peut-être plus la variation qui fait que avec le glucose, tu peux te sentir un peu moins bien. Okay. Puis, tu sais, quand on parle de cerveau puis de cétone, t'avais déjà entendu parler des diètes cétogéniques pour les épileptiques? Ouais, à la base, si je me trompe pas, ça a été créé pour ça. Puis l'utilisation première de ces diètes-là est pour les épileptiques. Là. C'est ça, vraiment. Est-ce que tu sais pourquoi? Exactement, non. Honnêtement, tu vas m'apprendre quelque chose. Tu devines bien que je sais pourquoi. Mais le point que je voulais nommer ce point-là parce que aussi dans les gens qui prônent la diète cétogénique pour les commotions, ils disent, regarde, dans l'épilepsie, ça marche, tu sais. C'est un peu ça, tu sais, l'épilepsie, c'est un peu aussi une crise énergétique par moment. Fait que là, ils essaient de transmettre ces données-là en disant, mais regarde, en commotion, c'est aussi une crise énergétique. Fait qu'on va donner on va être en cétose, ça va nous aider. C'est pas nécessairement vrai parce que justement dans les cas d'épilepsie qui répondent à ça, là, on est rendu un peu deep, là, mais c'est vraiment des jeunes avec en fond, leurs gènes transporteurs de glucose dans leur cerveau sont déficients. Ce qui font qu'ils n'ont pas la capacité de venir prendre le glucose dans le sang et de venir l'amener à leurs cellules. Fait qu'eux sont en constante crise énergétique dans leur cerveau. Ce qui va faire que ça va créer des crises d'épilepsie, que tu as bien beau donner 1000 pilules anti-épileptiques de stabilisation des axones, il va toujours avoir une crise énergétique. Fait que le fait de les amener en cétose, ils n'ont pas besoin les cétones n'ont pas besoin de passer par le transporteur de glucose. Fait ils peuvent avoir accès à de l'énergie qui vont faire ça va régler la crise énergétique. Ouais, mais ça veut pas dire que c'est la solution dans le cas de la crise énergétique de la commotion. Non, c'est ça, parce que pour les commotions, en tant que tel, on n'a pas de déficience dans nos transporteurs, on n'a pas de gène qui est déficient. Là. OK. Fait que voilà. Fait que mettons, moi j'aurais le goût là, donc que Laval soit des pionniers. Puis là, je te mets dans une situation, chaque joueur a un capteur sur son casque. Puis là, quand tu as un coup qui est au-dessus d'un niveau X, là, ils sont retirés du terrain, ils sont amenés dans une petite tente. Une petite tente bleue à Laval. Le Blue Tent. Blue Tent, puis là, ils t'installent un intraveineux. Là, après ça, qu'est-ce qu'ils vont te donner? Ils vont te donner un soluté avec du glucose, avec des cétones, avec aussi des lactates, là, qu'on rentrera peut-être pas là-dedans, mais qui peuvent être une source d'énergie aussi alternative. Fait au moment où tu as une crise énergétique, là, ils te donnent tout ce qu'il faut pour que tu puisses ils puissent la régler le plus rapidement possible. Puis, rapidement, si tu sans peut-être rentrer au complet là-dedans, quand tu parles de lactate comme source d'énergie, de quoi tu me parles? Tu connais le lactate, en fait. Tu connais l'acide lactique? Ouais. Fait que tout le monde connaît l'acide lactique. Dans le cycle de Krebs, le cycle du glucose, le lactate est intéressant parce que quand on est en anaérobie, on n'a pas accès à de l'oxygène, on peut transformer le glucose en énergie quand même, en ATP. Mais quand on n'a pas d'oxygène, on produit un déchet qui est le lactate. Qui peut être utilisé comme source d'énergie alternative. Mais dans les muscles, c'est vu un peu négativement parce que dans les muscles, le lactate n'est pas nécessairement réutilisé. Fait qu'il va être transformé en acide lactique, qui typiquement est la sensation que tes jambes brûlent. Fait que c'est pour ça un peu mauvaise presse, là, tu comprends, l'acide lactique. Par contre, dans le cerveau, on s'est rendu compte que justement la clinique du FEPS a fait un post récemment là-dessus. Tu peux utiliser les lactates tu peux prendre une molécule de glucose, la transformer en lactate, puis là tu peux retirer l'énergie de ça. Puis après ça, tu peux prendre le lactate, puis le re-rentrer dans le cycle et également produire l'énergie avec le lactate. Puis est-ce que ça, de ce que je comprends avec ton idée de Blue Tent, de pionnier en Laval, le lactate peut exister en forme exogène qu'on pourrait réintégrer? Ouais, définitivement. Oui, ça existe. Là. OK. Ouais. Intéressant. Puis ça, tu ferais ça le plus vite possible pour donner au cerveau l'énergie comme là, c'est direct. On ne prend pas le temps d'avoir ce manque d'énergie-là. On vient déjà de donner toutes les sources d'énergie possibles pour pas qu'on ait ce manque d'énergie-là pendant une période X. C'est ça. Puis le diagnostic,
le diagnostic se ferait juste par la force de l'impact. T'enlèverais aussi le temps d'évaluation, de faire les tests. C'est comme tel impact, ok, numéro 42 est out, ah ouais, d'entente. Là, tu sortirais genre. Est-ce que tu le sais si ça se fait? Attends, NFL, je sais pas. Mais mettons, ta question, c'est de ça? Ouais, dans NFL, dans NCAA, peut-être, je veux dire, ils ont tellement de ressources. C'est fou, honnêtement, tout ce qu'ils ont maintenant avec les joueurs qui portent les catapultes en dessous de leurs épaulettes pour des trackers GPS pour avoir une idée du nombre de volumes qui courent, la vitesse à laquelle ils courent, manager la fatigue. Maintenant, ils sont rendus là, ça existe depuis plusieurs années, mais je sais que cette année, les sweat patchs sont super populaires pour tracker l'hydratation des gars puis savoir quelle quantité de quels minéraux ils vont perdre, pour savoir de quelle façon, quelle supplémentation on va utiliser en termes de réhydratation. Ces capteurs-là dans le casque, j'avais déjà vu certains casques, je ne sais pas si ça existe, mais il y avait des casques qui venaient avec des capteurs pour avoir une idée des impacts. Mais ça, honnêtement, je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont rendus avec ça. Je sais qu'on commence à voir, puis en fin de semaine à la game que je suis allé voir, j'ai vu, il y a des gars qui portent un genre de collier. Là, honnêtement, je ne sais même pas c'est quoi ce collier-là, puis ce que ça fait. Je peux te dire, non, mais je veux pas rentrer là-dedans, mais en fait, c'est que ça bloque le retour veineux des jugulaires. Fait que ça augmente la pression veineuse dans les veines jugulaires. Puis les veines jugulaires, c'est là où se draine le liquide céphalorachidien. Fait que le liquide, lui, devrait se vider dans les veines, mais là, il y a une pression plus élevée dans la veine. Fait que le liquide se vide moins. Ce qui fait que tu vas rester avec un plus gros volume de liquide céphalorachidien, une plus grande pression dans ta boîte crânienne, ce qui protégerait ton cerveau des impacts. Du mouvement. De l'impact. Spécial quand même. Je savais pas que c'était ça. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça a été prouvé d'aider? Ben probablement que ça a été prouvé que ça l'augmente vraiment, tu sais, la pression au niveau du cerveau. C'est ça, intracrânienne. Le défi, c'est toujours de dire, ok, oui, tu as une mesure, mais là, de prouver que ça prévient vraiment les impacts, tu as le résultat. Ouais. Fait que c'est souvent ça, là, tu sais, dans tous les suppléments, toutes les méthodes, c'est ok, oui, on change telle mesure. Le mécanisme fait du sens. Maintenant, est-ce que tu as le résultat ou c'est un mécanisme sans avoir un produit? Je sais pas si ça a été prouvé, honnêtement. OK. Mais c'est intéressant. Ouais. C'est clairement intéressant. Fait que, tu sais, ta question, si j'étais le directeur médical d'une équipe de NFL avec un budget illimité, très fort probablement que c'est ce que je mettrais en place assez rapidement. Ça se fait. Là, le joueur sort du terrain, puis il est comme yo, je suis fucking good, man. C'est ça. Puis ça se fait dans les patients hospitalisés avec des gros traumas crâniens. Avec beaucoup d'études sur les suppléments, l'alimentation, ça vient des patients aux soins intensifs, intubés, que là, le monde, sont sur le bord de mourir, ils se disent, regarde, OK, tu prends les 40 prochains, c'est ça, les 40 prochains qui rentrent, il y en a 20 qu'on donne un placebo, les 20, on leur shoot des lactates intraveineux, puis après ça, on va les suivre, t'sais. C'est ça les études actuellement. Fait qu'ils ont étudié les cétones, les lactates, magnésium, curcumine, vitamine C. C'est tous des trucs qui ont été donnés soit intraveineux ou soit dans les tubes naso-gastriques. Parce que ces patients-là, ils mangent pas, là. Fait que c'est comme ça qu'ils font. Fait que t'es comme inconscient, finalement, t'es rendu dans une étude où t'es sans le savoir, là. Fait que c'est de là où viennent les données. OK. Fait que maintenant, concrètement, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce qui est prouvé qu'on fait avec la nutrition après une commotion cérébrale? Y a-t-il des choses qu'on peut faire réellement pour s'aider? C'est ça. Comment dire, théoriquement, ce serait d'avoir un bon apport de glucose et de cétone. Fait que je serais pas contre les cétones exogènes. Par contre, s'il y a aucune preuve, c'est ça, il y a aucune preuve scientifique. Fait que c'est sûr que moi, t'es comme le mécanisme, oui, le produit, la résultat, on ne sait pas. Comme médecin, j'ai comme pas le droit de recommander des choses qui sont pas prouvées scientifiquement. Là, fait que il y a pas de preuves scientifiques. Fait qu'avant qu'il y ait des... Si je te pose la question différemment, puis je te demande, si toi, tu fais une commotion cérébrale, est-ce que tu l'essaierais? Là, oui. T'sais, en 2024, oui. Parce que aussi, là, je suis moins pauvre que quand j'étais étudiant. Fait que ça, c'est ça, tu sais. Parce que c'est tellement dispendieux. Je n'ai jamais pris. J'ai toujours voulu l'essayer, puis je n'ai jamais pris parce que je trouve ça dispendieux. Puis je ne sais pas le retour sur investissement que je vais avoir si ça vaut la peine. C'est ça va être ça le défi aussi, là. Parce que tu peux bien beau dire, parfait, t'as une commotion, mais regarde, voici ta liste de suppléments, t'as 20 suppléments à prendre.
tu te mets dans le trou avec ça, puis tu dépenses 2000$ de suppléments. Tu crées un stress énorme. Ouais. Puis, Tu crées un stress, fait que t'as plus d'argent pour t'acheter de la bouffe, fait que là, tu comprends, fait que là, tu cotes sur la bouffe. Finalement, tu vas travailler plus, fait que tu vas moins faire de physio, moins faire ta réadaptation. Fait que il faut toujours faire attention quand on recommande des choses parce que il y a un impact, là. Il y a toujours un impact quelque part. C'est ça. Fait que glucose, cétone, le supplément, selon moi, qui fait le plus de sens, qui a un peu de données scientifiques, pas tant chez les humains, tu lèves le point, t'es genre, oui. Comme let's go, dis-le. La créatine. Ouais, la créatine. C'est la chose, ouais. Vraiment, vraiment. D'un point de vue de mécanisme, c'est vraiment intéressant. Là, tu te souviens du mécanisme de la créatine, qu'est-ce que ça fait, Marc? Par rapport à la création d'énergie ou d'ATP. C'est ça, exact. OK. T'as une partie de la réponse, tu sais. Ouais, donc tu vas être meilleur que moi. Ok, ben je vais arrêter. Okay. Mais bref, on parlait d'énergie, tu sais, glucose, cétone, mais en fait, ces molécules-là servent, entre autres, servent toutes à faire de l'ATP. La molécule, l'essence du cerveau, l'essence des muscles, l'essence de tout, c'est de l'ATP. Adénosine triphosphate, fait qu'un groupe adénosine avec 3 phosphates dessus. Cette énergie-là, c'est que l'ATP, en libérant un phosphate, va libérer l'énergie. Cette énergie-là peut être utilisée pour diverses réactions, que ce soit pour bouger une protéine, que ce soit pour faire une réaction chimique. Fait que toute l'énergie vient de là. Fait que, après ça, quand la cellule, quand il commence à avoir beaucoup d'ADP, l'adénosine diphosphate, là, elle va commencer à refaire de l'ATP. Fait que c'est ça le processus de prendre le glucose, de remettre un 3e phosphate. Ça, c'est comme, je viens de te résumer mon cours de biochimie de première année de médecine. La créatine, ce qui est cool, c'est que ça vient un peu hacker ce système-là. Ça vient bypasser, c'est un shortcut, exact. Fait que la créatine se lie à un groupe phosphate, devient une créatine phosphate. Alors, quand il y a un ATP qui se libère d'un phosphate, et là, la créatine peut faire une passe à la palette à l'ADP et dire, hey, buddy, tiens, prends mon phosphate. J'en ai, moi. C'est ça, c'est gratuit, tu sais, c'est pas une réaction énergivore, c'est juste genre, tiens, prends mon phosphate. Puis là, après ça, l'ADP redevient rapidement un ATP et peut être réutilisé. Fait que ton énergie est juste produite plus vite à ce moment-là que si tu avais utilisé du glucose. Ouais, exactement. C'est produit plus vite. C'est ça. Fait que c'est vraiment dans l'instant présent. Ça peut venir pallier à la crise énergétique. Fait qu'en commotion, c'est intéressant parce que, dis-toi, si t'es pour avoir un coup à la tête, dans 5 minutes, tu te dis... Tu le sais que tu vas en avoir un. C'est ça, tu le sais, là, ça sent bien. Une game de foot, nécessairement, tu sais que tu vas en avoir un. Une saison de foot, tu sais que tu vas avoir un coup à la tête, sinon, c'est que tu joues pas, là. Je te le souhaite pas. Il faut que tes réserves en créatine dans ton cerveau soient le plus maximisées possible, dans le but qu'il y ait le plus de créatine qui soit prête à donner leur groupe phosphate à tes ADP dans la perspective que tu aurais une commotion. J'ai une question pour toi à ce sujet-là que je suis tombé sur la page Instagram d'un étudiant en nutrition de Western qui joue au foot. Okay. Puis il pose du contenu intéressant par rapport à la nutrition pour les joueurs de football, puis ce que lui il fait concrètement. Puis il y a une des choses que lui explique, puis lui fait que personnellement, je vois pas l'intérêt, mais peut-être que je me trompe. OK? Ce qu'il va faire, c'est les journées de match, les matins de match, il va prendre une vraiment plus grande quantité de créatine le jour de match parce qu'il sait qu'il va avoir des coups à la tête. Est-ce que cette façon de penser-là fait du sens ou la façon dont moi je le vois, c'est simplement, l'objectif est simplement de saturer tes réserves, saturer tes cellules de créatine. Puis d'une fois qu'ils sont saturés, d'en prendre plus là, ça ne servira pas nécessairement à grand-chose. Ouais. Les deux avaient raison en partie. Fait que je suis très d'accord avec ton point. Une fois que tu es saturé au niveau de tes cellules, t'as bien beau en prendre 100 grammes de plus, tu pourras pas en avoir plus dans tes cellules. Fait que ça, c'est connu. Au niveau musculaire, c'est bien connu, c'est bien décrit. Au niveau du cerveau, c'est moins connu puis moins clair. Parce que, Flash News, le cerveau est capable de synthétiser sa propre créatine. Ouais.
Des petites quantités. Des petites quantités. Je suis pas familier de ça, Non, mais c'est quelque chose c'est que ça. j'ai vu dans les dernières semaines. Fait que dans les cellules, dans les mitochondries, le cerveau peut fabriquer sa propre créatine, ce qui fait qu'il est un peu plus indépendant de la créatine en circulation. Okay. Fait qu'exemple, si tu es capable de te fournir, de te fabriquer tes propres choses, tu vas moins avoir tendance à aller en acheter au magasin. Fait que le cerveau, c'est un peu comme ça, il est moins réactif à la créatine qui est prise. Alors, pour les muscles, on sait que, mettons, 5 à 10 grammes par jour, t'es capable d'être saturé avec ça. T'es saturé. Ouais. Pour le cerveau, la dose est pas très claire, mais ça a tendance à être une dose qui est plus élevée que pour les muscles. C'est pour ça que le boy de Western aurait peut-être raison un peu là-dedans. Pas avec son timing de pre-game, mais avec les plus hautes doses, il a raison partiellement parce que ça prendrait des plus hautes doses théoriquement pour pouvoir saturer tes cellules dans ton cerveau. Parce que l'objectif serait de saturer tes réserves au cerveau, c'est juste pas aussi clair de combien ça en prend pour le faire. C'est ça. Ça en prend probablement plus pour saturer le cerveau que ça en prend pour saturer les muscles. Puis à ton opinion, est-ce qu'à ce moment-là, peut-être qu'une dose qui est plus grande en général, fait que au lieu de dire que je prends tout le temps 5 grammes, j'en prends toujours 10 en ayant l'objectif de saturer mes cellules dans mon cerveau. Puis réellement, je ne saurais pas si c'est fait ou pas. Là. Non. Serait une bonne façon de faire ou de l'avoir peut-être en circulation parce que tu le prends juste avant la game pour avoir un intérêt d'un point de vue. Non, parce que la créatine en circulation, elle change rien à la crise énergétique parce que c'est vraiment elle qui est dans la cellule qui peut venir aider. Elle qui est pas dans la cellule, elle peut pas venir aider. C'est ça. Fait que quantité plus grande à la limite en saison, si tu veux potentiellement avoir ces impacts-là, ben c'est pas super. C'est ça. Ce qui fait du sens aussi parce qu'au niveau musculaire, ben tu utilises tellement tes muscles, tu dis que tu dois avoir besoin de plus aussi de créatine pour fournir maximiser tes réserves. Ça va toujours dans le même sens avec la créatine, c'est juste tout le temps plus. C'est un peu... jusqu'à temps que ça te donne la chiasse. Là, puis, c'est ça. Tu passes tes dosages, diminuent un peu. Ben, il y a les effets gastro-intestinaux, mais à part ça, il y a pas d'effet néfaste qui a été montré. Je comprends, je vais pas dire au monde de prendre 100 grammes de créatine, mais si t'es capable de prendre 10 grammes facilement, mais pourquoi tu prendrais 5? De toute façon, ce que tu aurais de plus vient pas causer de problème X. Non, c'est ça. À la limite, tu le perds, tu payes dans le vide. Puis encore une fois, on parlait de comme tout un coût. Puis ben là, c'est un coût monétaire. Si jamais tu prends le risque d'en prendre trop, que tu vas perdre. Ouais, c'est vraiment ça. Fait que la créatine, super intéressant. Fait qu'en pré-commotion, important. Après ça, en post-commotion, ben également, parce que là, tu veux que ton cerveau continue à avoir des taux élevés de créatine pour pouvoir venir pallier à la crise énergétique. Fait que ça, c'est une des choses que je voyais beaucoup post-commotion qui a été recommandé dans plusieurs cours que j'ai fait où il y a un chiro que je suis qui est comme expert en commotion cérébrale, Dr. Silverman. Puis lui, ce qu'il venait vraiment recommander, c'est comme après une commotion, vraiment là d'utiliser des plus hauts dosages. Il parlait de comme 20 grammes par jour et plus. Certains pensent jusqu'à 30 grammes par jour directement après la commotion cérébrale. La durée dépend de à qui tu parles. Certains vont dire 3 à 5 jours, d'autres 5 à 7, d'autres comme aussi longtemps que tu as des symptômes ou jusqu'au retour au jeu. Peu importe. Ouais, je serais quand même d'accord avec ça. Parce que là, tu sais que c'est un temps circonscrit, que tu vas prendre 20 mg. C'est pas pendant 4 mois. Tu as eu une commotion. OK, let's go, on se met sur la créatine, on veut optimiser nos réserves. Ça fait vraiment du sens. Ouais. Puis ben là, la façon dont moi je le vois personnellement, si je souffre d'une commotion cérébrale, une fois que c'est fait, ben là, je veux mettre toutes les chances de mon côté que mon cerveau récupère le plus vite possible puis que j'en ai pas de séquelles à long terme. Fait que moi, c'est probablement la blessure que je subirais, que j'investirais le plus dans ma récupération de comme c'est pas prouvé, je sais pas, mais je vais l'essayer juste pour être sûr. Puis encore une fois, ben, je pourrais pas tout prendre les suppléments parce que d'un point de vue budget, à un moment donné, non, c'est ça. C'est pas nécessairement possible comme ça. Exact. La créatine, je pense que c'est payant parce que c'est lui qui a le plus de preuves scientifiques, pas nécessairement sur les humains, là, beaucoup sur les rats. Comme ben des choses. Ouais, c'est ça. Fait que beaucoup de preuves sur les rats. Puis aussi, tu sais qu'il n'y a pas d'effet néfaste. Et au niveau musculaire, ben, il y a aussi des bienfaits. Fait que why not? Tu fais une pierre deux coups avec la créatine. Cool. Suivant la créatine, y a-t-il d'autres choses qui sont prouvées chez les humains ou chez les rats pour aider, ben, soit avant ou après une commotion cérébrale? Ben, les trois gros, là, je pense que tu les connais, mais c'est créatine, magnésium, oméga 3.
pour des raisons différentes. Pour des raisons différentes. Mais c'est les 3 qui ont été plus étudiés puis qui commencent à avoir des preuves sur les humains. Les autres, il y a beaucoup de trucs potentiels qui pourraient être intéressants, qui ont pas encore été prouvés, qu'on va pouvoir discuter par après. Ouais. Si on passe aux oméga 3, moi, c'est comme, honnêtement, c'est un peu mon supplément. Avec la créatine, honnêtement, c'est un peu mon supplément préféré, là, si on parle de santé générale, si on parle de juste comme, tu sais, le risque versus le bénéfice que tu peux avoir, puis surtout dû à l'alimentation moderne dans notre société. Là, je veux dire, très, très rares sont des gens qui consomment assez d'oméga 3. Puis tu vois, récemment, là, je vois du monde qui vient vraiment débattre l'usage d'une supplémentation d'oméga 3. Souvent, l'argument est l'oméga 3, souvent, sont de piètre qualité quand tu les achètes. Puis je suis comme, OK, on débat pas l'utilisation ou le bienfait de l'oméga 3, on débat l'utilisation d'un oméga 3 de piètre qualité. Achète des bons. Achète des bons, buddy. Oui, moi, c'est ce que je me dis. Okay. En gros, c'est du monde qui dit que tu peux pas faire confiance à l'industrie à ce moment-là. Puis moi, je pense qu'il y a du monde à qui tu peux pas faire confiance, comme il y a du monde à qui tu peux faire confiance. Tu peux pas juste dire, bon, mais je ne prendrai pas d'oméga 3 puis, parce que je fais pas confiance à personne pour les bénéfices. Comme il y a ça, pour la créatine, si je me trompe pas, c'est le top 2 des suppléments les plus étudiés au monde. Vitamine D aussi. Depuis très, très longtemps. Vitamine D aussi. Ouais. Et ça doit être ça, le top 3. Dans un contexte de commotion cérébrale ou même de santé générale, pourquoi l'oméga 3 fait partie de ton top 3 peut-être à ce moment-là? L'oméga 3, c'est surtout pour l'aspect inflammation. Parce qu'on parlait de crise énergétique, on parlait de brûler les divans par après. L'inflammation, après toute crise énergétique, va arriver, c'est sûr et certain. Fait que c'est comme les dommages après la crise énergétique. Alors, les oméga 3 ont été montrés, ça a été montré que ça réduit l'inflammation dans le corps humain. Ça a été montré au niveau biochimique. Là, tu fais diminution des interleukines, des cytokines. Fait que, ça dit pas grand-chose au niveau clinique, là, mais on sait que ça diminue cette inflammation-là. Au niveau du cerveau, c'est pas possible de tant que ça mesurer l'inflammation du cerveau. Il faut comme faire l'assumption que l'effet anti-inflammatoire des oméga 3 va aussi aller se faire au niveau du cerveau. Ouais. Fait que ça vient de là. On sait que tu viens des EPA, DHA. On sait que le DHA, entre autres, c'est lui qui va en majorité faire partie des membranes cellulaires au niveau du cerveau. Fait que, on pourrait théoriquement dire qu'on voudrait prioriser le DHA versus le EPA, mais en fait, ça vient tout le temps ensemble. Là, fait que tu peux pas vraiment discriminer l'un ou l'autre. Fait que oméga 3, ce serait vraiment pour l'aspect inflammatoire. Est-ce que les oméga 3 en prévention des commotions, ça pourrait aider? Potentiellement, parce que le fait d'avoir une concentration plus élevée d'oméga 3 dans ton cerveau préparerait déjà un peu l'effet anti-inflammatoire d'après la crise énergétique. C'est ça. Puis si par après, finalement, t'en as pas pris avant, mais là, t'as une commotion, le fait d'en avoir le plus possible, ça pourrait théoriquement diminuer l'inflammation dans ton cerveau après la commotion. Puis, à ce moment-là, à ton avis, c'est-tu une question de ratio oméga 3, oméga 6 ou de quantité totale d'oméga 3? J'ai une quantité X d'oméga 3 que je consomme à tous les jours pour avoir le bénéfice. Je pense que ça irait vraiment par rapport à la quantité. Ça prend une quantité. C'est pas par rapport, parce que ce qu'on voit souvent, c'est quand ils parlent dans le temps paléolithique ou peu importe, que le ratio oméga 3, oméga 6 était probablement quelque part en 2 à 1. 2 oméga 6 pour un oméga 3 ou 4 à 1 dans ce range-là. Puis la diète moderne est probablement plus proche de 40 à 1 à 20 à 1. Puis à ce moment-là, l'objectif serait peut-être de se rapprocher de la balance de 2 à 1 ou 4 à 1 dans le fond, avec la supplémentation. En fait, les deux vont ensemble. Là. Plus que tu vas prendre d'oméga 3, plus que ton ratio va s'approcher du 2, 1, 4. Puis tu réduis, tout en réduisant tes oméga 6 de nature transformée, tu fais un peu une pierre deux coups. Exact. Parce que ça va, tu vas en avoir quand même dans ton alimentation, la partie essentielle de tes oméga 6, tu vas l'avoir en consommant des lipides en général. Exact. C'est ça. Puis pour les oméga 3, il y a une étude intéressante, c'est une étude dans la NFL. Ils ont suivi des joueurs, ils ont mesuré un neuromarqueur de trauma crânien qui s'appelle le Neurofilament Light. L'acronyme c'est NFL, fait que c'est un peu
un peu bizarre. Ça, je l'ai vu. C'est ça. Tu me disais le nom, ça me disait rien, Ouais, mais ça, le NFL. Cette étude-là, c'est quoi sa valeur? Je sais pas, parce que le NFL, dans cette étude-là, ils l'ont mesuré, mais après ça, ça n'a pas été reproduit nulle part. On mesure pas ça, le NFL. Fait que ça peut laisser l'étude suspecte, mais dans cette étude-là, le groupe qui avait, je ne peux pas dire de merde, mais bref, le groupe qui était supplémenté en oméga 3 avait eu une moins grande augmentation de son NFL pendant la saison que le groupe qui était non supplémenté. Alors, fait que ça semble intéressant, mais il n'y a pas assez de suivi pour dire l'impact que ça aurait. Ça semble intéressant. Fait que, oméga 3, je pense, ça peut potentiellement aider. Puis comme, pour la créatine qui aide aussi au niveau des muscles, mais oméga 3, c'est pas juste diriger le cerveau, c'est diriger aussi l'inflammation all around. Fait que tu dis, c'est ça. Fait que tu dis, s'il peut avoir un petit effet au niveau du cerveau, petit effet au niveau des articulations, petit effet au niveau de la santé cardiaque, de la santé mentale, quand tu commences à cumuler ces petits effets-là, tu te dis, regarde, pourquoi pas en prendre? Parce que le risque est probablement vraiment minime si tu en prends une qualité. Ouais. Le seul risque, c'est monétaire. Puis après, c'est de faire des rottes qui sentent le poisson. Ouais, mais corrige-moi si je me trompe, là, mais de manière générale, si t'en as un qui est de qualité et qui n'est pas oxydé, les rottes qui sentent le poisson sont vraiment moins fréquents versus un supplément qui a été oxydé ou qui est de très qualité. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas roté du poisson. C'était quand je... Moi non plus. C'est ça. Ok, c'est vrai. T'as peut-être raison. Là. Fait que peut-être que j'essaie de me rappeler quand j'étais jeune, j'en avais déjà pris. Probablement que ça venait peut-être. Ouais, 100%. C'est ça, probablement que ça venait peut-être genre de la pharmacie, ou de l'épicerie, genre. Puis, exact. Puis tu sais, à partir de là, je veux dire, ce qu'on disait, c'est congeler, comme ça tu vas les prendre puis t'es roteras pas. Ok, je suis pas sûr à ce moment-là que c'est ça la solution. Non. Si tu avais le choix, parce que maintenant, l'EPA et DHA viennent pas mal toujours ensemble, mais dans le monde de la, je veux dire, tu vas acheter du saumon, ben, tu vas avoir les deux, puis tu choisis pas la quantité d'un ou l'autre. Je veux dire, les deux sont là. Dans le monde de la supplémentation, il y a des suppléments qui sont beaucoup plus élevés en EPA, puis d'autres qui sont beaucoup plus élevés en DHA. Est-ce qu'après une commotion cérébrale, il y aurait un intérêt à aller plus élevé dans l'un que dans l'autre? Puis, y a-t-il un dosage ou une quantité qu'on pourrait viser, là? Est-ce qu'on se dirait, OK, ben, il y en a qui parlent de 1000 mg par jour de PADHA, il y en a qui parlent de 3000, il y en a qui parlent après une commotion cérébrale de parler de 5, 6, voire plus. Il y en a qui vont vraiment faire des high doses qui vont parler de high dose d'oméga 3, de EPA-DHA, du moins, suivant une commotion cérébrale. Y a-t-il des choses que tu as vues par rapport à ça ou tu as une opinion? Pour commencer à avoir des bénéfices au niveau du cerveau, ce qui a été nommé, c'est un 2 grammes de DHA par jour. Okay. Ce qui viendrait généralement avec... je pense à l'oméga 3 que moi je prends. Si je veux 2 grammes de DHA par jour, ça veut dire que je vais avoir 4 grammes de PA. Je serai à 6 grammes de PA DHA par jour. C'est ça. Avec le supplément que moi je prends, il y en a qui sont plus élevés en DHA, que tu aurais moins de EPA. Puis à partir de là, ben, lequel, d'un point de vue coût, tu choisis. C'est ça. Puis c'est ça, j'ai appris ça de toi aussi là, par rapport aux concentrations de PADHA. Là. Fait que c'est bien beau dire que t'as 1 gramme d'oméga 3 par pilule, mais par capsule, mais c'est quoi la concentration? Fait que, des fois, c'est malade ce que tu vois. Des fois, il y a quasiment rien. Fait que faut que tu gobes 6 pilules d'oméga 3 puis il y a très peu de PADHA. Fait c'est sûr que depuis que j'avais lu ça de toi, moi, je recommande. Tu y portes attention un peu plus. Je recommande plus. Là, tu le vois, là. Fait que 2 grammes de DHA par jour, ce serait une genre de dose cérébrale, entre guillemets, parce que c'est pas prouvé, mais c'est dans le ballpark. OK. Cool. Puis après ça, la quantité de PA qui vient avec, ben tant mieux d'un point de vue inflammation systémique ou peu importe. Ça peut être... C'est ça. Je pense que c'est un peu un scam, là, genre des oméga 3 qui marquent Brain Health. Là, ils les vendent plus cher. Toi, tu penses que non? Non, en fait, non. Mais je me suis vraiment posé la question parce que la façon dont moi je le voyais, c'était justement, si on parle de Brain Health, pour moi, ce qui fait du sens, c'est quelque chose qui est plus élevé en DHA suivant une commotion cérébrale. C'est ce qui fait du sens pour moi. C'est ce que dans certains cours que j'ai fait, ils venaient parler d'avoir plus de DHA pour quelqu'un, par exemple, qui est un petit peu plus dépressif ou un petit peu plus anxieux ou un petit peu plus, peu importe, pour les impacts que ça aurait sur le cerveau. Puis après ça, je vois une marque de suppléments d'oméga 3 qui vendent des... Je sais plus comment ils appelaient, on va dire que c'était les Happy Omega 3. C'était genre super élevé. C'était pas, je pense pas que c'était Happy, là, mais c'était comme quelque chose de genre. Puis là, c'était super élevé en EPA. Puis j'étais comme...
Là, je comprenais pas, là, puis je me suis mis à essayer de comprendre, puis finalement, je suis quand même revenu à la partie que les DHA ont peut-être un impact plus important sur le cerveau, que ce soit sur les performances cognitives après une commotion cérébrale, ou il y en a qui parlent des restoration, de rétablir, si on veut, les tissus. Il y en a qui parlaient de prévenir les décès neuronaux ou axonales, ces affaires-là. Il y a plein d'impacts qui peuvent être intéressants. Tu parlais tantôt beaucoup plus tôt de la perméabilité entre le blood-brain barrier puis ou du moins la perméabilité des cellules. Que l'oméga 3 pourrait avoir un impact intéressant là-dessus. Oui, c'est vrai, la fluidité de la membrane cellulaire des axones qui peut être augmentée par les oméga 3. OK, ben regarde, je serais peut-être prêt à dire que c'est pas un scam, les formulations avec du DHA. En fait, je pense que si tu vas en chercher un qui est déjà concentré en DHA et EPA, tu peux aller chercher ta dose de DHA qui est nécessaire à tes potentiels bienfaits au niveau de ton cerveau. C'est ce que je pense aussi. Puis à ce moment-là, moi, ça arriverait. Probablement, ce que je ferais, c'est que je prendrais juste un plus grand dosage de celui que je prends tous les jours pour avoir assez de DHA, sans me dire que je vais en acheter un autre juste pour ça. Ouais. C'est peut-être en plein ça. Cool. Prochain, le magnésium. Celle-là, j'ai hâte que tu me l'expliques réellement. OK? Parce que dans les trucs que je voyais, moi, dans le magnésium, c'était comme pas nécessairement clair. Puis à partir de là, je voyais peut-être le magnésium L-thréonate, qui était le seul qui croisait le blood-brain barrier. De quelle façon le magnésium peut être intéressant? Ben, le magnésium, c'est comme un all-around. Il est partout, là. C'est le supplément plate que tu le sens pas, mais que il est bon pour toi. Puis... C'est ça, j'ai déjà eu un patient qui avait une déficience en magnésium. Puis, on a investi. En fait, avant qu'on trouve ce que c'est ça, il disait je me sens plus moi-même. C'est tellement général, non spécifique comme symptôme. On a investigué, j'ai mis le magnésium, est-ce que c'était vraiment indiqué d'aller chercher le magnésium, je sais pas vraiment. On a trouvé une déficience, on l'a supplémenté, puis il allait mieux après. C'est pas de la grosse science que je te compte, mais il faudrait savoir juste un peu si c'est placebo ou pas, I don't care, le gars il fait le mieux. Ouais, c'est ça, il fait mieux. Couru de risque, là. Mettons que tu manques de magnésium, tu vas pas dire, c'est dur à dire ça va être quoi le symptôme qui va se manifester. Ouais. Fait qu'au niveau du cerveau, c'est impliqué dans plein de réactions, là, c'est impliqué dans les réactions chimiques, c'est impliqué dans justement la captation du glucose, c'est impliqué dans la synthèse de protéines, dans la réparation des protéines aussi. Fait que c'est impliqué dans plein de choses. Fait, un peu comme la créatine, le but du magnésium, c'est pas de dire on veut en avoir des full grosses doses. Le but du magnésium, c'est de jamais en manquer. Ouais. Parce que la majorité des gens sont en certaines carences de manière générale, du fait que c'est plus difficile à retrouver dans notre alimentation normale. Puis ben là, l'objectif, c'est pas d'avoir des doses supra-physiologiques, peu importe, mais c'est juste d'en avoir assez. Puis des carences, aussi que pour les sportifs, même ça a été étudié, là, ils ont vraiment fait des bilans nutritionnels complets de plusieurs sportifs qui mangeaient bien, qui avaient certaines supplémentations. Puis il y a quand même beaucoup de sportifs qui sont sortis avec des carences en oméga 3, carences en magnésium. Fait que ça pourrait, ça c'est quand même, ça peut être inquiétant. Alors, c'est pour ça que magnésium, je vois pas pourquoi quelqu'un n'en prendrait pas. S'il veut vraiment optimiser sa santé. Voilà. Après ça, dans ce que tu as vu, est-ce qu'ils vont recommander certaines formes de magnésium particuliers? Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'études qu'on voit que le magnésium citrate, qui est une des formes qui est très biodisponible, mais la seule forme qui va se rendre ou qui va croiser le blood-brain barrier, L-thréonate. C'est L-thréonate. Magnésium L-thréonate. C'est vraiment dispendieux, par contre. C'est ça. C'est vraiment dispendieux, par contre. Ben, dans une revue de littérature que j'ai lue, le seul moment qu'ils parlaient du magnésium L-thréonate, ils disent, je vais ressortir mes affaires, ils disent, de manière plus importante, les formes de magnésium qui ont supposément une meilleure pénétration de la barrière hémato-encéphalique, le blood-brain barrier, such as magnésium L-thréonate, n'ont pas de preuves scientifiques qui sont supérieures aux autres.
Mais ça reste que si tu as des niveaux adéquats de magnésium, tu vas avoir les impacts intéressants sur ton métabolisme du glucose, sur la production d'ATP, sur l'inflammation, sur même la production de... En français, je pense que c'est glutathion, le glutathione. Fait que le magnésium qui a des impacts intéressants là-dessus. Puis tantôt, tu voulais parler on va aussi parler du NAD qui pourrait potentiellement avoir des impacts là-dessus. Je voulais parler de vitamine C pour ces impacts-là. Ouais, c'est ça. Fait que magnésium, la priorité, je pense, c'est la première étape quand t'en prends, c'est pas qu'il passe la barrière hémato-encéphalique, c'est qu'il passe ta barrière digestive. Il faut que tu l'absorbes. Exact. Fait qu'une forme qui est bien assimilable va faire là-dessus. Ouais, voilà. Fait que des bisglycinates, citrates, malates de ce monde, de bonne qualité. Tu vas l'absorber, il va aller dans ton sang, puis on sait qu'il y a une partie qui va aller dans le cerveau. On sait pas c'est quelle partie, on sait-tu 1%, c'est-tu 0.1%, mais on veut qu'il y en ait une partie qui est au cerveau, et c'est ce qui va probablement se passer. Puis à partir de là, je pense que pour quelqu'un qui chercherait un supplément de ça, la première chose à faire, c'est de regarder peut-être la quantité de magnésium élémentaire que tu as dans ton supplément. Parce que des fois, tu vas voir, la plupart des marques cheap te diront pas il y a combien de magnésium élémentaire. Puis pour moi, ça, c'est un red flag. Là. Puis après ça, c'est de voir quelle quantité toi tu veux prendre. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vont prendre quelque chose comme 300 mg de magnésium élémentaire par jour. Le upper limit, c'est 350 mg par jour. Dépendamment du supplément que tu prends. Moi, j'aime beaucoup Synermag ou magnésium. J'oublie le nom, l'autre de Design for Health. Là, c'est celui que je prends en ce moment qui a 100 mg par capsule. Okay. Moi, je prends 100 mg par capsule, ça m'en donne 300 par jour. Est-ce que je pourrais bénéficier, j'aurais-tu les mêmes résultats avec moins? Peut-être. Je le sais pas. Mais c'est pas une énorme différence de prix à ce moment-là. Non, c'est ça. Fait que pour les commotions, les bénéfices ont été montrés dans les patients qui étaient, encore une fois, hospitalisés aux soins intensifs. Fait que là, c'est plus des commotions, là, c'est vraiment des traumatic brain injury. Fait que magnésium intraveineux chez ces patients-là. Le groupe magnésium avait des meilleurs résultats en réadaptation. Fait que, tu comprends, tu parles d'un gars qui est aux soins intensifs intubé, puis après ça, il les suit sur 1 an, 2 ans, puis ceux qui ont eu du magnésium et qu'on en avoir ont eu tendance à avoir des meilleurs résultats. Ça, c'est pour les traumas très intenses. Est-ce qu'on peut extrapoler cette étude-là pour dire, par exemple, pour les commotions de foot, les commotions de sportifs, ça peut aider? Je penserais que oui, honnêtement. Puis, encore une fois, je pense pas que tu aies nécessairement de risque. Je veux dire, la chose qui peut arriver, c'est que tu prends un magnésium citrate, puis encore une fois, on parlait d'impact gastro-intestinaux. Puis encore une fois, je veux dire, si tu prends beaucoup trop de magnésium, peut-être, mais quelqu'un qui viendrait prendre 150, 200, 300 mg de magnésium ne devrait pas avoir trop de problèmes. Le magnésium citrate, où est-ce que le monde a des problèmes, des fois, c'est que là, ça va causer des loose stools, de la diarrhée. Là. C'est des choses qu'on voit, mais pour d'autres formes de magnésium, il y en a très peu aussi d'impact négatif dans un dosage qui est raisonnable, bien sûr. Ouais. Exact. Fait que je pense que ça complète pas mal notre Big QI, là, créatine, oméga 3, magnésium. C'est lesquels que je serais à l'aise de conseiller dans mon bureau. Ce serait les 3 premiers que tu viendrais prendre, toi. On parlait aussi de cétone exogène, que dans ton cas, tu l'essaierais sans savoir l'impact que ça a exactement, mais tu oserais l'essayer personnellement. C'est ça. Cétone, lactate, ça se fait pas vraiment en supplément, là, c'est vraiment intraveineux. J'ai jamais vu. C'est ça, fait que je pense pas que je commencerai à me shooter des lactates chez nous. Là. Non. Non. Ouais. Fait que là, un bon trio pour les commotions. J'aurais aimé ça en prendre, en fait, au cégep puis à l'université. J'ai la chance d'en avoir pris, même depuis toujours. Je veux pas dire toujours, là, mais comme depuis vraiment longtemps. Je pense que c'est une des choses, sans savoir les impacts que ça avait, tant mieux que je le faisais. C'est ça. Moi, j'avais plus tendance à plus prendre des suppléments off-season. In-season, tu joues au foot. In-season, je joue au foot, j'étais concentré là-dessus. Mais off-season, ok, parfait, je vais aller m'acheter mon pot de créate, je vais aller m'acheter ma whey, mes oméga 3. Mais en fait, ça aurait juste dû continuer pendant la saison, là où c'est le plus important. Ouais, c'est comme ça que je le vois aussi. Puis, en tout cas, pour moi, c'est là le moment où tu veux performer, c'est là le moment où tu veux te sentir le mieux, c'est là où c'est important. Mais on n'était tellement pas sensibilisés à ça, puis informés à ça nécessairement que... J'aimerais ça qu'on poursuive sur certains autres trucs. Toi, il y a 2 autres suppléments que tu m'avais parlé.
Je pense qu'avant de parler de ces deux autres suppléments-là, moi, j'aimerais ça qu'on parle tu m'as parlé en français, anthocyanins, Ouais. si je me trompe pas, les antioxydants et ainsi de suite, suivant une commotion cérébrale. Que ce soit dans un contexte de supplémentation, quelqu'un qui viendrait prendre souvent des Reds ou des Green and Reds, ou dans l'alimentation par rapport à ce que tu vas manger, consommer des bleuets, des choses comme ça. Ouais, c'est ça. Quel impact sur les antioxydants ou les anthocyanins peuvent avoir sur le cerveau suivant une commotion cérébrale? Les preuves scientifiques sur les anthocyanins, c'est vraiment au niveau des fonctions cognitives. Mais ça n'a pas été prouvé dans les déficits cognitifs post-commotionnels. Fait que c'est un peu de l'extrapolation de données. Tu te dis, ben regarde, J'aime ça. Ouais, c'est ça, t'aimes ça faire ça. Ben, on dit, regarde, des gens il y a vraiment des études ils ont fait prendre des bleuets, un nombre X de bleuets à un groupe, mettons, de 60 ans qui avait une diminution cognitive. Ouais. Puis l'autre, c'était placebo, là, ou c'était des suppléments, c'est des capsules. Puis ceux qui en prenaient, il y avait des meilleures fonctions cognitives après. Ouais. Fait que ça, c'est cool. Ça, hormis, enlève le sujet des commotions, c'est vraiment nice. Mais est-ce qu'après ça, on est capable de conseiller ça aux gens qui ont des symptômes cognitifs, post-commotionnels? Ben, potentiellement. Ouais, puis après ça, je veux dire, c'est quoi le risque de recommander à quelqu'un de manger plus de bleuets puis comme, tu sais, de consommer des aliments qui sont plus élevés en antioxydants, je veux dire. Il y en a pas que je connaisse, honnêtement, les risques. Puis quand on parle de commotion cérébrale, on va souvent parler de stress oxydatif au cerveau, right? Fait que moi, je vois l'intérêt d'essayer de contrôler, diminuer ce stress oxydatif qui est là au cerveau pour peu importe les impacts, que ce soit la diminution des symptômes ou le rétablissement du cerveau suite à la commotion cérébrale. C'est ça. Fait que les Reds, moi je parle des fois du café, genre café décaf. Même pas besoin d'avoir la caféine, là, je m'en fous de la caféine à ce moment-là. Mais le café décaf qui est comme un excellent antioxydant. Personne en consomme, là, puis je me suis rendu compte de ça récemment parce que je faisais un post sur les antioxydants, mais comme l'aliment le plus élevé en antioxydants, c'est genre les cassis. Puis, les cassis puis les choux rouges aussi. Ah, tu veux ça, je savais pas qu'il était dans les tops. Là. Dans ma tête, c'était comme bleuet, café, cassis, bleuet, café, ou interchange les deux. Le thé vert peut être super intéressant. Puis moi, la façon dont je le vois, quelqu'un me pose la question, je suis comme, OK, ben, les aliments qui sont... Va sur Google, là, cherche les aliments élevés en antioxydants, là, puis comme, mange-en plus. Ouais. Puis, en fait, le chou rouge, c'est l'aliment qui a le meilleur rapport antioxydant pour son prix. Calories. Ouais, ben, pour le price, pour le prix. Puis d'un point de vue j'allais dire calorique aussi, mais le café a à peu près pas de calories non plus, mais côté prix, c'est sûr que oui. Je veux dire, des bleuets, ça peut être dispendieux versus des choux, ça coûte absolument rien. Fait que des anthocyanins, ben, clairement, dans la diète que nous on promouvoit, c'est une diète qui, ben, cette diète-là va en comporter, là, peu importe si tu vas être paléo, keto, n'importe quoi, ça va en prendre. Fait que pour les commotions, ben, ça va potentiellement aider. Alors ça, la question, c'est est-ce que en post-commotion, c'est des symptômes cognitifs, tu vas amener ça à un autre niveau puis dire, moi, je vais prendre des quantités très élevées, ou je vais commencer à me supplémenter en concentré d'anthocyanins. Peut-être des gens qui pourraient pousser vers là, mais ce serait à suivre. Quelqu'un qui le ferait, j'y croirais, puis je pense pas que ce soit négatif, mais moi, c'est pas là où j'investirais mon argent en premier, là, probablement suivant une commotion cérébrale. Cool. Après ça, tu me disais, il y en avait deux autres qui avaient peut-être piqué ton intérêt, qui étaient peut-être pas aussi prouvés encore, ou je sais pas, suivant une commotion cérébrale. Fait que tu m'avais parlé de mélatonine puis de NAC. Qui est N-acetylcysteine. Ouais, c'est ça. Peux-tu nous en parler peut-être rapidement de ce que ça viendrait faire? Rapidement, la mélatonine, il y a beaucoup de gens qui en consomment de manière régulière. Est-ce que c'est bon d'en commencer d'en consommer de manière régulière? Je vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Mais c'est ça. Mais ça a été montré qu'il y a un certain sous-type de commotion que les jeunes ou les athlètes vont avoir un déficit de production de mélatonine. Fait que l'insomnie post-commotionnelle, qui est quand même assez fréquente, ça pourrait être causé par ça. Je sais pas si t'as déjà eu ce feeling-là, mais t'as une commotion, tu passes la journée complète, t'es fatigué, t'as de la misère à avancer, puis là t'arrives pour te coucher finalement, puis tu dors pas, t'es comme what the fuck, là, c'est vrai. Personnellement, je m'en souviens pas. Ma dernière commo diagnostiquée, je pense que j'avais comme 15 ans, puis
diagnostiqué, mais je pense pas que c'était une très grosse commotion cérébrale. Là. Je veux dire, j'avais pas vraiment de symptômes. Si je me trompe pas, j'avais suivi le suivi de mon physio. Puis la semaine suivante, on jouait, puis j'avais joué ou quelque chose comme ça. Fait que, de mon expérience personnelle, j'ai pas de souvenir de mes symptômes de commotion cérébrale directement sur une commotion. Ouais, c'est ça. Fait que la mélatonine pourrait avoir des bénéfices si, moindrement que ton sommeil est altéré après une commotion, je serais assez libéral pour pouvoir recommander la mélatonine. OK. Puis après ça, tu me parlais. Y avait-tu autre chose? Non, la mélatonine, c'est pas mal ça. Après ça, ben, le NAC vient un peu dans l'aspect aussi anti-inflammatoire. Là. Ouais. Pour cette phase-là, on avait parlé de l'oméga 3 qui peut avoir un impact sur l'inflammation. Le NAC, clairement aussi. Là, le NAC, ce qu'il va faire, c'est qu'il va augmenter le glutathion intracellulaire, qui est le principal mécanisme anti-inflammatoire dans les cellules. Le glutathion qui serait un peu comme le supplément de glutathione qui est considéré comme le plus grand antioxydant dans Oui, c'est ça. Le glutathion, entre autres, il aide à neutraliser les radicaux libres. Fait que c'est un mécanisme d'inflammation qui va clairement être présent après une commotion. Fait que si on veut potentialiser nos effets anti-inflammatoires, on voudrait avoir le plus de glutathion intracellulaire. Alors, prendre du NAC pourrait aider à ça. Mm-hmm. Est-ce que ça t'a étudié? La façon dont moi je le vois, là, plus notre conversation avance, plus je vois la réhabilitation post-commotion cérébrale sous 3 volets. Volet 1, le côté énergie dans le cerveau. Ouais. On parlait du glucose, on parlait de la créatine, on parlait de lactate, on parlait de cétone. On a eu, fait que ça serait comme le volet 1 qui est probablement prioritaire, honnêtement, clairement. dont je le vois. Volet 2, la partie inflammation, neuro-inflammation dans le cerveau. Puis volet 3, la partie stress oxydatif, antioxydant et ainsi de suite. Ça serait comme les 3 volets qu'on voudrait venir toucher d'un point de vue lifestyle. Fait que tu sais, en début d'épisode, tu parlais juste là dans ta vie de tous les jours de comme limiter la consommation d'alcool, faire de l'activité physique et ainsi de suite. Puis après ça, on venait parler des autres choses par rapport à ça. Mais tu sais, je pense que si dans ton approche nutritionnelle, lifestyle, supplémentation, c'est ça les 3 focus, tu devrais être en bonne position pour avoir un certain progrès. Clairement, c'est très bien résumé. C'est quand même intéressant de pouvoir séparer ça en phases. Là. Ça permet de réfléchir au pourquoi tu prends tes suppléments, pourquoi tu fais telle chose. Puis le point de l'alimentation est vrai. Là, on parle de suppléments qui ont presque pas d'études de prouver, mais le fait de bien manger, de faire ta réadaptation comme il faut, d'être assidu à tes rendez-vous, de respecter les règles que ton physio va te mettre. Ça a été prouvé efficace, c'est sûr et certain. Là. Ça reste le traitement de base. Le défi, le défi quand tu as une commotion, c'est que ben là tu perds un peu, tu perds le désir de te faire, tu perds le désir de te faire la bonne bouffe, tu perds ton organisation, tu perds ta motivation. Fait que des commotions qui récupèrent lentement, des fois c'est ça, c'est juste quelqu'un qui est complètement amorphe, qui n'a même plus le goût de se faire en manger, même plus le goût de sortir dehors. Fait que c'est sûr que là on s'embarque dans une chronicité qui va faire qu'il va y avoir des symptômes à long terme. Ouais. Puis c'est tellement, je veux dire, c'est tellement complexe. D'une personne à l'autre, chacun va le vivre différemment. Mais une des choses aussi que j'avais vu, c'est vraiment niaiseux, mais qui va être positif, c'est aussi le mindset ou le outlook que tu vas avoir par rapport à ta réhabilitation de on voit tellement de choses maintenant, puis de plus en plus, puis j'ai hâte que ce soit plus commun, plus familier, mais quand il parle de garder un mindset positif, tu sais, maintenant, quand on parle de réhabilitation d'une blessure qui n'est pas une commotion cérébrale, on parle de peace and love. Puis dans peace and love, on parle du mindset et du outlook que tu as par rapport à ta récupération, de garder un certain optimisme par rapport à ça. Puis après ça, il y en a qui vont parler de mindfulness, puis de tout ce qui est... Il y en a qui vont parler de méditation, ou peu importe. Puis je pense pas que quand tu es dépressif, post-commotion, tu veux jouer, il n'y a rien qui file. C'est comme, OK, là, je vais développer l'habitude de faire de la méditation, mais toutes ces parties-là qui sont même pas nutritionnelles ou peu importe, mais qui peuvent avoir des impacts positifs, je pense qu'en faisant un petit peu de tout ça, on va être capable d'avoir un beau... Ouais, clairement. Je suis d'accord avec toi à 100% à ce niveau-là. Cool. Good stuff.
Moi, il y avait d'autres trucs que je voulais parler, là, mais je vois le temps filer. Ça va faire à peu près 1 heure et demie qu'on record. Yeah. Fait que ce sera pour une autre fois. Mais du moins, si on a parlé des choses peut-être les plus prouvées, ben, tant mieux. Je pense que ça reste un épisode qui a été peut-être dense d'un point de vue informationnel. Fait que je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui vient juste de subir une commotion cérébrale de se dire, hey, je vais écouter cet épisode-là. Ouais, désolé, j'ai peut-être été un peu profond dans les explications. Là. Mais honnêtement, je pense que c'est un épisode qui va être vraiment populaire puis apprécié parce que la moitié de notre audience environ, c'est des parents de jeunes athlètes qui nous écoutent pour savoir comment aussi leurs parents, leurs enfants. Puis je suis convaincu que c'est pour ça que l'épisode sur le TDAH a été, le TDAH a été aussi populaire. Mais dans le contexte de commotion cérébrale, c'est une période qui est inquiétante pour les parents, pour la famille. Puis je pense que ça, c'est quelque chose c'est un épisode qui va pouvoir être utile aux parents. Mais de quelle façon est-ce qu'ils viennent outiller leurs enfants suivant une commotion cérébrale, en plus du suivi de physio, médical ou peu importe auquel ils doivent avoir accès. Je veux dire, c'est pas de suivre nos conseils sur le podcast, que c'est comme, OK, ben, je fais ça, j'ai pas besoin de voir personne, je m'arrange, we're good. Ouais. Mais je pense que ça peut être un bel outil puis une belle façon de réassurer les parents de OK, ben voici sur quoi on a du contrôle, ce qui est prouvé, ce qui l'est peut-être pas, et ainsi de suite. Ouais, c'est sûr et certain. La nutrition c'est sûr que là, t'es biaisé parce que c'est MVP nutrition. Mais la nutrition, c'est quand même, c'est secondaire, là. Faut vraiment adhérer au plan de traitement par l'équipe de réadaptation. Ça, c'est primordial. Ah, je suis convaincu que c'est de là que ça part. T'sais, le but de l'objectif aujourd'hui de parler de la nutrition entourant ça, c'est juste parce que cette conversation-là, on l'entend pas nécessairement ailleurs. Fait que c'est pas pour dire que ça, c'est la première chose à faire, c'est la chose qui a le plus gros impact. C'est juste d'avoir une information qui est complémentaire à la base pour le rétablissement. C'est ça, puis je pense pas que c'est un message qui est véhiculé par les thérapeutes et par les physios qui font des suivis de commotion. Je pense qu'ils ont déjà assez de choses à traiter, tu sais, pour ce qui est de l'école, les symptômes, les mal de cou, le retour au jeu, ça fait beaucoup. Je pense pas qu'ils ont le temps d'entrer dans la nutrition. C'est pour ça que ce serait intéressant que justement, les jeunes, s'ils peuvent s'instruire eux-mêmes, s'ils peuvent écouter des podcasts, lire des trucs, ça ferait potentiellement les aider. Ouais, puis honnêtement, probablement pas, mais s'il y en a qui le font, qui viennent aborder ces choses-là, chapeau. Je suis vraiment impressionné parce que c'est surtout un physio qui a une équipe au complet à s'occuper, là, puis t'as comme une liste de gars à voir tout ça après une game, c'est énorme. Ouais, c'est ça. Exact. Ça se fait un peu en médecine, là, des neurologues qui font du suivi de commotion, ils vont entre autres recommander certains suppléments. Cool. Ouais. Fait que ça se fait en médecine aussi de recommander des suppléments. C'est moins populaire, là. Mais, ça m'est jamais arrivé encore de voir un médecin qui me recommande un supplément. Tu sais, ça, c'est une autre paire de manches, là. C'est un jour. En fait, c'est, entre autres, c'est parce que comment le système est fait, il y a plein de barrières à ça. Parce que, nous, quand on prescrit quelque chose, on l'envoie un fax à la pharmacie, le pharmacien le voit, le sert, c'est comme facile, c'est une relation directionnelle. Après ça, si on prescrit des suppléments, là, c'est pas le pharmacien qui le sert parce que c'est pas des médicaments. Fait que là, le pharmacien reçoit ça, le médecin nous a prescrit ça, voici toutes vos pilules, mais ça, les suppléments, allez prendre dans la section là-bas. Fait que c'est pas englobé dans le service en pharmacie pour diverses raisons. Entre autres, il y a trop de différences de formulation dans les suppléments. Mais c'est ce qui fait que nous, comme médecins, c'est moins sécurisant de prescrire un supplément, parce que tu sais pas au final vraiment ce que le patient va prendre. Tu sais pas si le pharmacien, lui, il sera pas d'accord avec ça. Fait que pilule, t'as prescrit, je te prescris de l'aspirine, la dose est là, je sais ça va être laquelle, la forme, je sais que tu vas t'en faire servir. Je prescris des suppléments, je sais pas vraiment comment ça va finir. Ouais, je comprends. Puis, man, le monde des suppléments, c'est un monde dans lequel il y a tellement une variabilité de qualité, de dosage, de forme, de formulation, de comme. Puis ça passe de l'excellent au absolument horrible. Ouais. Fait que, c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est un défi. Aussi longtemps que vous pouvez pas avoir, je sais pas, des compagnies pharmaceutiques avec lesquelles, regarde, moi, c'est cette compagnie-là quasiment que je prescris. Ouais. C'est ça. Comment qu'un supplément devient un médicament? C'est quand il a tellement été prouvé que là, une compagnie pharmaceutique va comme se l'approprier puis créer une forme de ce supplément-là qui est brandé un peu comme un médicament.
comme on verrait, par exemple, pour les suppléments de fer qui sont offerts. Ouais, c'est ça, sulfate ferreux 300 mg. Ça, c'est un no-brainer. C'est un supplément, mais ça a tellement été prescrit, c'est prouvé, tu as une déficience en fer, tu prends du fer. Fait que la preuve est là, fait que ça a été brandé. Oméga 3, il y a aussi les oméga 3 qui s'appellent Vicepa, VISCEPA, qui sont en fait une forme d'oméga 3 purifiée, qu'une compagnie s'est mise à faire. Puis ils ont essayé de faire beaucoup d'études là-dessus pour prouver que c'est efficace, pour que là maintenant les médecins on prescrive pas prendre des oméga 3, on dit hey, prends Vicepa, mais ça coûte la palette. C'est comme ça que les suppléments vont entrer dans le monde plus de la médecine, c'est quand des compagnies vont se les approprier. Fait que c'est vraiment la meilleure manière de le faire, pas tant. Je me pose la question aussi. Ouais, c'est ça. Aussi. Cool, man. Good stuff. Y avait-tu d'autres choses peut-être que tu voulais parler pendant qu'on parlait de ça, ou on a quand même fait le tour? Non, honnêtement, on a fait un très bon tour. Moi, je suis très satisfait de notre discussion. Insane. Merci beaucoup. Honnêtement, je pense que j'en retire beaucoup. Je pense que ça vient clarifier certaines choses pour moi. Ça vient pousser la compréhension de certaines choses, revoir des idées de certaines choses. Fait que aucun doute, man, j'apprécie beaucoup que tu aies pris le temps aujourd'hui. On va sortir ça dans les prochaines semaines. Puis, that's it. Merci à tout le monde de votre écoute. Puis, à très bientôt. Salut Marc. Ciao. Si tu t'es rendu jusqu'ici, un énorme merci pour ton écoute. Hey, puis si tu veux nous donner un coup de main, il y a une chose gratuite, facile que tu peux faire. Va nous laisser un review, soit sur Spotify, Apple Podcasts ou YouTube. Va nous mettre un petit commentaire pour nous dire à quel point tu apprécies le podcast. Ou tu pourrais même le share à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Puis si tu trouves que ça prend trop de temps, hey, no worries, tu peux toujours nous laisser un 5-star review puis sans dire un mot.